On va démarrer la conférence donc, qui est intitulée « Comprendre les enjeux de la sobriété numérique, agir pour un monde numérique souhaitable, responsable et soutenable ». Donc il y a beaucoup de qualificatifs, mais vous allez voir rapidement où on veut en venir sur ce sujet, notamment par la symbolique de la diapositive en bas, puisque les questions posées vont se ramener rapidement à des questions sur l'impact sur les énergies primaires, l'impact sur le gaz à effet de serre, donc bilan carbone, les aspects donc eau ou stress hydrique, et donc l'aspect ressources nécessaires pour donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les objets du monde numérique. Il faut revenir quand même au siècle dernier pour comprendre un certain nombre de choses et voir les évolutions. Donc ça, c'est la première partie. Donc, XXe siècle, abondance, insouciance. Donc je reprends des mots du président de la République. Ça montre effectivement qu'on ne s'est jamais posé de questions, y compris vos enseignants. Cette prise de conscience est quand même assez récente. La deuxième partie, qui est centrale, c'est la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux au XXIe siècle. Donc comprendre pourquoi et comment. Et donc on va voir la part du numérique dans ces aspects donc, qui amènent à ce que vous savez, des règlements climatiques et autres transitions à gérer. Et la dernière partie, certainement la plus intéressante à la fin, c'est vous donner un certain nombre de recommandations et de solutions. Voilà, j'essaierai d'en exprimer quelques-unes, puisque la diapo qui suit va résumer la philosophie qui est la mienne et qui va être celle de cet exposé. Le numérique est remède et poison, donc c'est-à-dire des menaces et des opportunités. Et donc, il faut trouver le bon dosage. C'est ça la difficulté du sujet. En distinguant ce qu'on appelle l'utile et le futile. Donc, l'utile, c'est évidemment les applications à la santé ou tous les domaines qu'on peut imaginer. Le futile, ça peut s'appeler aujourd'hui le métavers, ça peut s'appeler la voiture autonome. Et donc, toutes ces applications du numérique qui vont poser de sérieux problèmes en termes de production d'équipements et surtout d'énergie nécessaire. Alors, on peut commencer par un quiz. Voilà, je l'ai rajouté hier soir. Donc, c'est des questions. Je ne vais pas forcément apporter les réponses maintenant, mais dans l'exposé, je pense que la plupart de ces questions vont être traitées. Donc, prendre conscience du nombre d'équipements électroniques dans le monde. Voilà, les objets connectés, les smartphones. La distance moyenne que smartphone, voilà, ça s'exprime en nombre de tours du monde. Faut-il de l'eau pour fabriquer un smartphone ou tout produit donc numérique? Combien d'éléments pour construire un smartphone, notamment les métaux et les terres rares? Consommation électrique pour l'utilisation des objets numériques, est-ce qu'elle est plus importante que pour la fabrication? C'est intéressant. On fabrique et on utilise. Qu'est-ce qui coûte le plus en énergie à l'échelle de la planète? Quel est l'impact énergétique mondial du Bitcoin, donc la blockchain, et je veux dire cette frénésie autour des monnaies virtuelles? Ça a un impact. Consommation électrique mondiale des data centers, voilà, ces centres de données. On ne sait pas trop où ils sont en France, il n'y a pas tellement de communication. En général, c'est des bâtiments qui ont peu de fenêtres. Il y en a de plus en plus. Et la question, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc là, on parle de quelques mégawatts. Bon, des questions basiques. Alors là, je vais espérer que vous savez répondre à ces questions. Le poids en octets donc, d'un livre, d'une image, d'un film. Voilà. Quelles sont les applications qui consomment le plus de données? Bon, j'ai déjà donné un élément de réponse. Quelle est en flops la puissance de la machine informatique la plus performante au monde en ce moment? Et pourquoi faire? Quelles sont les applications informatiques consommant le plus de données? Voilà. Combien de transistors dans un circuit intégré le plus complexe en 1960? Alors, je vais vous poser la question. Vous êtes des MEA. Combien on en mettait en 1960? 1. C'est le brevet de Noyce que je vais vous montrer. Un transistor. C'est le premier circuit intégré, c'est un transistor. Ça date de 1959. Combien on en met en 2022? Bonne réponse. Donc 50 milliards à peu près. Et quand on prend deux puces et qu'on les interconnecte, ça fait 100 milliards. Je vous montrerai donc un exemple. Voilà, voilà la progression qui a suivi la loi de Moore. L'empreinte du numérique rapportée aux impacts environnementaux annuels de la France.
Quel est l'impact global en carbone le plus important parmi la fabrication des objets numériques? TV, écran, smartphone, imprimante, monde connecté, console de jeu. Là, je vous donne la réponse. C'est de très très loin tout ce qui est écran et télévision. Donc ça pose de sérieux problèmes. Quel est le taux de recyclage des équipements électroniques en France? Là aussi, ce n'est pas extraordinaire, notamment en Europe, mais mieux que dans certains pays. Et ça pose des vraies questions. Voilà. Ça, normalement, à la fin de l'exposé, j'aurais répondu à la plupart des questions. On peut se poser la question maintenant de manière beaucoup plus générale. Finalement, c'est quoi le numérique? C'est important, hein, l'exposé, il se veut large. Vous êtes dans ce domaine, mais c'est important d'en voir ses limites. Quelle est l'explosion du volume des données en ce moment et depuis quelques années? Pourquoi? Quel est l'impact du numérique sur l'environnement? Pourquoi autant de minerais? Est-ce qu'il est possible de recycler? Qu'est-ce que l'éco-conception? Quelle responsabilité sociétale avons-nous? C'est quoi l'effet rebond quand on passe de la 4G à la 5G, par exemple? Est-ce que le numérique peut être vertueux? Comment être responsable? Et quelles recommandations? Voilà. Donc là aussi, c'est des points que je vais traiter assez rapidement, mais qui vont être traités et qui nous amèneront certainement à des questions et à un débat à la fin. Alors, quelques données. Je démarre assez loin, mais très rapidement, parce que c'est un point pour moi important dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 000 ans? Eh bien, Homo sapiens, il s'est fixé avec l'agriculture. Et à partir de là, donc, ça veut dire agriculture, ça veut dire des animaux, tout ce qui est donc gestion de l'énergie, avec les ressources renouvelables de l'époque. Voilà. Et 10 000 ans, ça peut paraître beaucoup, mais vous verrez que c'est un chiffre intéressant à retenir. Quand on verra l'impact carbone de ce qu'on produit aujourd'hui, on verra que son évacuation, entre guillemets, peut prendre la même constante de temps, 10 000 ans. 19e siècle, vers le milieu, on bascule vers la société industrielle, donc d'autres formes d'énergie. On va parler d'énergie primaire. Hein. Basculement vers une société numérique au milieu du XXe siècle. Voilà. Et puis, donc, la question qu'on peut se poser, quels seront les impacts de cette période 1850-2022? Eh bien, on verra que les impacts, notamment sur les gaz à effet de serre, seront très importants. Ça, normalement, ça ne doit pas vous poser de problème. C'est les ordres de grandeur, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Micro-nano, dont je ne vous commande pas. Par contre, les questions au niveau des... cette fois, quand on va parler de giga, de téra, de péta, d'hexa, dont l'hexa, 10 puissance 18, 1 milliard de milliards. L'hexa, ça correspond donc, par exemple, on va parler d'hexaflop, c'est la puissance d'une machine, donc le nombre d'instructions gérées en 1 seconde. Et zeta, il faut commencer à avoir là en tête, parce que zeta, ça va concerner toutes les données, c'est-à-dire l'accumulation de données sur tous les objets qui en génèrent beaucoup. Je pense à nouveau à la voiture autonome. Donc on parle facilement de zeta-octets. Voilà. Voilà donc les ordres de grandeur, et c'était bon de les rappeler. Ensuite, par rapport aux disciplines électroniques, puis électronique intégrée, microélectronique, nanoélectronique, ce qui est important, ce que je vais souligner dans l'histoire des sciences, c'est la convergence de ces trois domaines. L'électronique, l'informatique, j'ai mis traitement du signal, communication de manière large, mais c'est ça qu'on trouve aujourd'hui sur des puces. Ce n'est pas simplement une discipline, c'est un ensemble de disciplines qu'on va trouver autour des objets. Et on en arrive donc à cette diapositive qui, alors vous aurez bien sûr accès à ces diapositives, hein, qui montre qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle, puis au 20e siècle. Donc, je commence par la droite. C'est les parties, on va dire, plus abstraites, mais qui se sont faites en parallèle. N'oublions pas l'algèbre de Boole, la machine de Turing et Shannon, contribution extrêmement importante sur la théorie de l'information et ses applications aujourd'hui. Voilà 3 points de repère. Il y en a bien sûr d'autres, hein, je ne vais pas citer von Neumann et tous les autres acteurs. Ça, c'est pour la partie plus informatique. La partie télécom, eh bien, on va donner comme point l'invention du téléphone par Bell, 1076. Il y a aussi, bien sûr, des travaux en France sur le sujet. Et puis surtout, on balaye vite pour arriver en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, à l'ENIAC, donc le premier calculateur électronique, l'invention du transistor, et donc surtout les circuits intégrés, donc Noyce de Intel et Jack Kilby
de TI. Le problème, c'est que Noyce étant décédé, il n'a pas eu le prix Nobel en 2000. Pour cette invention, c'est juste une expérimentation. Le fait d'avoir mis sur un substrat, donc un transistor et quelques composants. Je balaye vite pour arriver aujourd'hui donc sur ces convergences que je viens de mentionner et donc aujourd'hui l'état de l'art donc sur ce qu'on sait faire sur une puce. Cette diapo, vous allez la retrouver un petit peu plus tard dans l'exposé où j'ai essayé de montrer ce qu'ont apporté les lanceurs d'alerte sur tout ce qui est qu'on peut qualifier de pillage de la planète et c'est important de voir en parallèle où se sont situés ces points de rencontre. Donc revenons à 1946. Voilà, eh bien, c'était des tubes. On n'est pas encore au niveau transistor. Hein, la technologie n'était pas encore suffisamment développée. Donc l'ENIAC, donc 5000 additions par seconde. Donc ça fait sourire hein, aujourd'hui. Mais bon, les souvenirs que j'en ai, en tout ce qu'on a pu me raconter, c'est que cette machine, elle était tout en panne aussi, puisqu'il y avait des problèmes énormes de fiabilité. Mais c'est le début d'une histoire que vous connaissez parfaitement. Ça, c'est le brevet à droite de Noyce, donc daté du 25 avril 61. Voilà, pour dire, vous voyez qu'il y a un seul transistor en bas, bipolaire, des résistances et des capacités. Et avant, c'était des tubes, puis le transistor. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, quand ils ont vu cette commutation vers les postes de radio qui sont passés des tubes donc au transistor, on appelait ça le transistor. C'était pour eux un appareil audio, alors que c'est évidemment le remplacement des tubes par des transistors. Bon, là, je rigole, c'est une diapositive qui date, 1966, Motorola, une porte logique. Eh bien, à l'époque, j'ai mis crayon, pointe-crayon, les yeux pour travailler, du papier. Et donc, vous voyez, la complexité, c'est 3, 4, 5, 6 transistors. Voilà ce qu'on savait faire dans les premières portes logiques. Bon, là, vous connaissez, hein, c'est l'encapsulation. Toute cette industrie qui non seulement fournit des tranches de silicium dans des diamètres de 300 mm aujourd'hui et sur des boîtiers beaucoup plus complexes. Là, je passe très vite. C'est pour montrer qu'un circuit intégré, ça démarre en bas, on spécifie, on conçoit. On arrive à une topologie qui est gravée sur des masques et par des procédés physico-chimiques, donc on construit des puces, on les encapsule, on les teste. Voilà, ça c'est juste un rappel. Et tout ça, toute cette industrie, j'ai cité Fairchild, Intel au début, Texas Instruments pour le bipolaire, toute cette industrie s'est calée sur la loi de Moore. Donc, pour revenir sur cette loi, qui est de dire, on va doubler le nombre de transistors chaque 18 mois. C'est une loi totalement empirique. Cette loi, elle s'est calée pour que l'industrie progresse en créant des besoins et finance par la miniaturisation, donc, les investissements des générations qui suivent. Puisque chaque fois, il faut évidemment faire évoluer les dimensions des transistors de plus en plus petites. Hein. Aujourd'hui, on parle de quelques nanomètres. Donc tout ça a pris un certain temps. Et autant le résumer sur cette loi qui est toujours valable, hein, sur l'aspect dans des composants. Voici deux photographies. 1971, un processeur Intel, le 4004, 2300 transistors. Vous voyez, on a progressé assez lentement au début, c'est normal, hein, c'est exponentiel. Donc, vous avez les caractéristiques. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à 2001, c'est-à-dire en 30 ans, on a multiplié par 18 000 la densité d'intégration, on a augmenté les fréquences, et évidemment, on est passé de 10 microns à 0,13 microns à cette époque, donc 130 nanomètres. Voilà, donc ça vous montre cette photographie qui, évidemment, s'est poursuivie. Donc je ne vais pas vous faire toutes les générations, c'est écrit en tout petit, mais peu importe. Chaque fois, c'est de voir les progrès qui nous ont conduit donc, à la complexité d'aujourd'hui, notamment sur les processeurs et les mémoires. Ça, c'est une diapositive que j'ai extrait donc, sur le site d'Apple, qui montre que dans un MacBook, donc une machine, on va dire, assez standard au niveau donc, informatique personnel, eh bien, les puces M1, M1 Pro ou maintenant M1 Ultra. Dans l'Ultra, c'est deux puces M1 Pro encapsulées sur le même boîtier et donc ils annoncent une complexité de 114 milliards de transistors. Donc ça montre cette complexité.
bien sûr, à relativiser, et notamment, ce qui va être intéressant, on le verra un petit peu plus tard, c'est comment on organise cette complexité, c'est-à-dire en CPU, en GPU, en accélérateur spécialisé, mais en tout cas, il y a eu des gros progrès qui sont tellement évidents, et d'ailleurs, c'est assez intéressant, on s'aperçoit en ce moment que l'industrie de pointe, je pense à deux sociétés, Apple et Tesla, ces deux sociétés donc cherchent la meilleure adéquation entre les architectures, le silicium et donc la programmation. Donc ça, c'est un point nouveau. Jusqu'à présent, on travaillait sur les standards de AMD, d'Intel et autres. Voilà, donc ça montre que c'est un peu comme une course de Formule 1, où évidemment les Ferrari, les Mercedes maîtrisent évidemment la technologie des moteurs qui sont associés à ces véhicules. Ça, c'est le site Tesla. Donc j'étais intrigué pour voir les performances d'un calculateur qu'ils sont en train de produire, qui s'appelle Dojo. Il n'est pas encore en service, mais enfin, ça devrait aller assez vite. Donc Tesla fait beaucoup de choses pour accompagner, on va dire, un mouvement. En l'occurrence, là, la voiture autonome, eh bien, c'est des puces. Ce qui est impressionnant, là, moi j'ai trouvé, c'était la surface. On est quand même à 8 cm². Voilà. C'est leur puce de base. C'est eux qui les conçoivent, c'est eux qui les font fabriquer. Ils ont débauché les meilleurs de la planète. Voilà, en l'espace peu de temps, ils sont arrivés à ce niveau. Ils reprennent une technologie qui a été inventée et développée à Montpellier. C'est assez intéressant. Quand IBM rayonnait et produisait des gros calculateurs sur Montpellier, c'est des modules qui encapsulent. Donc, là, il y en a 25, je pense. Voilà, puces de ce type-là. C'est pour faire une machine du secteur privé, un hexaflop. Un hexaflop, c'est ce qu'on sait faire de mieux sur la planète aujourd'hui. Mais ça va aller, évidemment, ça va évoluer. Et tout ça, pourquoi faire? Eh bien, je l'ai mis en rouge, de l'intelligence artificielle, d'en nourrir cette machine de données, faire de l'apprentissage profond, donc le deep learning, et donc à partir de là, gérer toutes ces données pour gérer toutes les caméras, tous les ordinateurs de bord, pour faire une voiture autonome. Là, ça reprend, bon, c'est une diapositive qui date, mais peu importe, c'est quand même pour montrer le moment où s'est produit au début des années 2000, cette convergence entre tous les objets des communications et tous les objets de l'informatique. C'était au départ deux mondes totalement séparés. Et évidemment, aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer ce qu'était une diapositive de concept, donc au début des années 2000, où les chercheurs, les industriels rêvaient d'un objet qui intégrerait en même temps un téléphone, un appareil photo, une console de jeu, un écran, des caméras, un ordinateur et bien sûr aussi un GPS. Voilà. Donc évidemment, vous connaissez l'objet qui en a résulté et les objets qui ont suivi. Ça montre bien que, voilà, en l'espace de quelques années, les progrès quand même sont assez bluffants. En tout cas, on va aller même plus loin. Regardez ça, cette diapo est d'Intel. Elle n'est pas de moi, à nouveau. Ça se passe en 2007. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le calculateur, un supercomputer, 10 ans après, ça devient une puce. Donc vous imaginez aussi par cette optique-là. Alors, vous avez bien sûr tous les aspects liés à la conception. On parle de teraflops à ce niveau-là. On est en 2007, mais je peux vous dire que ça a continué après. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette course à l'intégration qui amène à des machines, d'ailleurs dans les salles machines des grands calculateurs, les calculateurs occupent une surface de plus en plus petite. Justement, j'ai pris le centre informatique national, le CINES, qui est à côté du LIRM, sur le campus Saint-Priest. Ça, c'était l'état de l'art en 2010, 267 teraflops sur une machine SGI, voilà, avec des cœurs Intel, etc., etc., voilà, qui prenait beaucoup de place. Aujourd'hui, c'est remplacé par une machine vendue par HP Cray, enfin HP qui a racheté Cray, HPE, Hewlett Packard, qui est une machine qui est la 10e au monde actuellement, qui fait partie du top 500 des machines, elles sont classées, et dont la performance est de 70 pétaflops. Donc ça veut dire qu'on arrive progressivement à l'échelle de l'hexaflop, et même, cette même machine, vous la trouvez en Finlande, c'est le calculateur Lumi, qui lui atteint, en rajoutant des modules supplémentaires, donc des B, 500 teraflops, et aux États-Unis,
vous avez Frontier, qui est la machine la plus puissante au monde actuellement. C'est celle-là qui fait 1,1 hexaflop, avec des baies supplémentaires, évidemment, à des prix, l'ordre de grandeur de Frontier, c'est autour du milliard de dollars. Voilà ce que sont ces grands calculateurs qui sont incontournables pour le calcul scientifique ou pour donc tout ce qui est développement de l'IA en ce moment. L'UMI, c'est très intéressant. Elle est présentée, parce que c'est des puces AMD, comme une machine verte, plus verte que les autres, parce que maintenant il y a le classement, le green classement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette machine a une particularité, c'est qu'elle est construite à côté d'un barrage. Donc c'est très bien. Et donc le marketing autour, c'est de dire cette machine ne marche qu'avec des énergies renouvelables. Voilà. C'est comme si on déplaçait ce centre de calcul à Montpellier, à côté de Tignes, au Bréviaire, là où il y a le barrage de Val d'Isère. Donc voilà. Donc simplement, c'est aussi la question qui va se poser à un moment donné, autant l'anticiper, c'est qu'à cette vitesse de progression, toute l'énergie que sera capable de produire la planète, avant la fin de ce siècle, sera consommée par le numérique. Donc ça va quand même poser un problème si on n'arrive pas à plus de sobriété. Un peu de recul avant de terminer cette partie. On va suivre 3 flèches. La flèche verte, qui est celle donc, de l'impact de la machine à vapeur. Donc en abscisse, j'ai 2 siècles. Et en ordonnée, c'est le pourcentage de la population mondiale. Donc évidemment, la barre, c'est normalement 100%. Enfin, c'est jamais simple, donc je préfère enlever le chiffre. Qu'est-ce qui se passe? Il a fallu 2 siècles pour passer de la machine à vapeur à un accès au système public du réseau ferré. Voilà, bon, 2 siècles. Pour la révolution électrique, de la dynamo à l'accès au réseau électrique, partout, malheureusement tout le monde n'y a pas accès, il a fallu 1 siècle. Le numérique, pour construire cette révolution, il a fallu un demi-siècle. Voilà les ordres de grandeur dans l'histoire des sciences et technologies. Et donc la question c'est, et maintenant, que vais-je faire pour reprendre cette question? Eh bien, on va voir qu'il va falloir effectivement se poser des questions un peu plus sérieuses sur la conception des objets. En particulier, quand on conçoit un objet, quel qu'il soit, il y a 3 niveaux. Celui du concevable, est-ce que je sais concevoir avec les outils dont je dispose et la matière grise une architecture innovante? Est-ce que je sais le fabriquer, c'est-à-dire trouver la bonne technologie? Et enfin, est-ce qu'il est utilisable? Ça a été le vecteur, je dirais, de toute l'industrialisation qui fait que l'iPhone, on est passé du 1 au 14. Voilà. Et donc on crée des générations. Est-ce que ça répond à des besoins? Peu importe, on crée le besoin et on crée le marketing autour. J'allais dire, c'est le monde d'avant. Et il est évident que la suite, c'est forcément se poser la question, non seulement utilisable, fabricable, concevable, mais l'utilisation, distinguer l'utile et le futile, comme je vous l'indiquais, et surtout, est-ce que c'est éco-responsable? Est-ce que c'est utile, réparable, recyclable? Ça, c'est ce qui vous attend obligatoirement dans ce que vous allez faire comme je veux dire, ingénieur, comme métier d'ingénieur dans le secteur industriel. On va passer maintenant à la deuxième partie, où là, on va mettre le zoom, effectivement, sur tous ces enjeux. Et donc, je commence par un petit peu d'histoire. Alors, l'histoire, j'aurais pu la commencer sur ceux qui ont réfléchi sur le fait que le monde était fini. Donc, on peut démarrer avec Aristote. On peut citer à la fin du XVIIIe siècle le révérend Malthus, donc, qui se posait aussi un certain nombre de questions. En Chine, pareil, il y a un certain nombre d'écrits qui montrent que par rapport à ce qui était des formes de colonisation, d'exploitation de forêts et d'autres, on se posait des questions. Et puis, moi, j'ai pris comme... Alors, le point de repère le plus connu que vous voyez dans les conférences, c'est 1972. On est dans les années 70. Rapport du Club de Rome, ou rapport Meadows, donc, dont le titre est quand même extraordinaire. C'est les limites de la croissance, donc dans un monde fini. Voilà, donc c'est tout un rapport collectif qui, évidemment, interpellait tous les acteurs de la planète. Moi, j'ai tendance à citer aussi un livre qui est sorti en 1949 de
Osborne, donc un naturaliste, qui a donc écrit ce livre, La planète au pillage, qui reprend effectivement un certain nombre de points qui font partie de ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans un certain nombre de conférences. Donc c'est important de citer ces points d'interrogation. Voilà. Évidemment, l'aventure continue avec ce que vous connaissez. 2022, donc solution face au réchauffement climatique, c'est le rapport du GIEC. Et évidemment, donc mise à jour, un certain nombre de COP, donc les Conference of the Parties, qui donc se sont posées des questions importantes. Donc 3 dates importantes, le sommet de la Terre à Rio, 92, le protocole de Kyoto, 97, et l'accord de Paris, 2015. Accord non respecté, malheureusement. Donc ça, si vous voulez, c'est la prise de conscience un peu tardive qui est là. Dans les années 70, ça a été une période intéressante parce qu'on a vu aussi, en France en particulier, naître ce qu'on appelle l'écologie radicale. On peut citer René Dumont, hein, premier candidat à la présidence de la République, donc voilà, qui interpellait tout le monde, voilà, ne captait pas forcément ces messages, et pourtant ces messages étaient d'anticiper ce qui allait se passer. On peut citer aussi, donc là je me sens obligé quand même de citer son nom, même s'il y a beaucoup de noms à citer, mais un mathématicien, le génie du XXe siècle, qui est aujourd'hui devenu une sorte de mythe, hein, c'est Alexandre Grothendieck, qui, après ses travaux de mathématiques, ou pendant, peu importe, à un moment donné, a rejeté totalement la physique de par ses implications sur le militaire, sur le nucléaire, donc je pense à Einstein et tout ça, a rejeté ensuite l'informatique, anticipant que ça allait, ainsi que les mathématiques appliquées, anticipant le fait que ça allait créer de sérieux problèmes, et lui a choisi l'écologie radicale, sous-entendu, eh bien, s'éclairer à la lampe au pétrole, vivre dans le Larzac, en tout cas se couper du monde. Donc c'est une aventure intéressante qui a été médiatisée ces derniers mois par un livre qui fait 2 tomes, qui est très difficile à lire, mais très très intéressant, c'est Récolter ce mal. Voilà quelques exemples. Donc les années 70 ont été intéressantes, et je ne vous parle pas donc aujourd'hui de ce qui se passe sur ces questions. Alors, en rouge, je vous ai mis l'intersection avec les progrès, donc, ou en tout cas les points marquants de l'histoire, donc, on va dire du numérique. Et vous voyez que on retrouve Osborne, et puis on retrouve une accélération de rendez-vous importants. Mais pour le moment, moi je veux dire qu'on en est à la prise de conscience. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et cette diapositive, qui est donc toutes mes sources, je les citerai à la fin, elle est donc, le monde associatif est, je dirais, très actif sur ces sujets. Donc là, c'est la Time Planet. Donc, évidemment, le numérique est un sous-ensemble qui n'est pas cité ici. Ça vous montre sur les grands enjeux, énergie, industrie, transport, agriculture, bâtiment, les aspects zéro émission, l'efficacité énergétique, la sobriété, la captation de GES. Je vais prendre un exemple, le transport, qui est d'actualité en ce moment, pour donc nourrir d'essence nos voitures. Le transport, c'est se déplacer sans utiliser de combustibles fossiles, très bien. Donc on pense bien sûr à la voiture électrique. Améliorer les performances énergétiques des véhicules, donc de l'optimisation, très bien. Optimiser le déplacement des biens et des personnes, donc ça interpelle évidemment tout le monde, et notamment les métropoles, et sur tout ce qui est donc sur mobilité durable, et capter les gaz émis par les véhicules. Voilà. Je fais juste une remarque, c'est que le véhicule électrique ne résout en rien les questions qu'on va évoquer, parce que si c'est pour faire des voitures qui font 1,5 tonnes à 2 tonnes, avec plusieurs centaines de kilos de batterie, on voit bien E égale 1,5 de 1V2, que le poids des véhicules, c'est déjà le premier niveau d'optimisation. Et on voit un peu trop, je pense, de voitures volumineuses qui circulent sur nos routes. Premier point. Second point, les batteries. Comment on fabrique une batterie? D'où viennent les matériaux? Est-ce qu'on sait recycler une batterie? Et la réponse, je vous la donne, c'est non. À ce jour, on ne sait pas recycler bien des batteries. Donc ça veut dire, et surtout, et juste pour terminer, la voiture, on va la brancher. Et d'où vient l'énergie? Est-ce qu'elle est durable ou est-ce que c'est l'énergie qui dise grise? Voilà. Donc ce sont des éléments quand même de réflexion à avoir.
Je ne vais pas tout tester, on pourrait parler aussi des bâtiments et de tous les sujets donc, relatifs. Donc voilà, ça c'est des interpellations. Alors j'en arrive maintenant au cœur du sujet. La sobriété numérique, pourquoi? Bon, ça c'est très général. Sous-entendu, quels sont nos usages du numérique? Divertir, calculer, commercer, s'informer, communiquer, partager. C'est vrai que c'est extraordinaire, notamment pour me former sur ces sujets. Ça m'a pris quelques mois. Bon, enfin, je veux dire, sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut. Après, il faut savoir filtrer. Parce que ça, c'est pas toujours simple. Mais voilà, c'est le monde dans lequel on est. Comment fonctionne notre monde numérique? Vous le savez, en particulier ici, où vous expérimentez l'usage de tablettes pour vos enseignements. Malheureusement, il y a un problème de recyclage et des produits technologiques qui conduisent à des effets rebonds. J'ai la 5G, très bien, donc j'ai plus d'applications, donc je consomme plus. Et finalement, les gains que j'ai gagnés à l'intégration, notamment des composants, je les ai certainement perdus ailleurs, notamment dans les usages. Quelles sont les infrastructures nécessaires? Alors ça, c'est important pour le grand public, c'est-à-dire comprendre que, évidemment, la matérialité du monde numérique et Internet, c'est évidemment les data centers et toutes les infrastructures réseau, sous-entendu tout ce qui fait que vous puissiez communiquer tout en étant mobile. Alors, quels sont les besoins du numérique? On verra qu'il y a besoin de minerais, voilà, que les ressources en métaux, énergie fossile sont limitées. Je vais vous le démontrer de manière très rigoureuse, je pense, et originale. Vous allez le voir, on va revenir à la table périodique des éléments. L'impact numérique sur la planète, voilà, donc stress hydrique, émissions de GES, dérèglement climatique, destruction de la biodiversité, pollution des sols, de l'eau et de l'air. Alors, évidemment, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Il faut observer ce qui se passe. C'est une réalité, alors évidemment, qui est anxiogène, mais il est peut-être temps de comprendre ce qui se passe en amont et en aval de chaque objet qu'on utilise. Et l'impact du numérique sur les humains, c'est des problèmes de santé, des problèmes de conflits géopolitiques, vous en doutez. Et j'aurais tendance même à distinguer deux niveaux au niveau santé. On va parler de santé mentale dans les pays riches, parce que les gens sont parfois déconnectés de formes de réalité. Dans les pays pauvres, c'est autre chose. C'est qui va extraire le cobalt dans les mines au Congo? Des enfants. Qui va essayer de récupérer des métaux précieux dans les décharges à ciel ouvert qui brûlent? C'est aussi souvent des enfants, malheureusement. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête. C'est cette réalité. Alors là, il n'y aura qu'une diapo pour les chiffres. Il y a tellement de chiffres dans tous les sens. J'ai extrait des chiffres moyens et on va les balayer rapidement. Donc il n'y aura qu'une diapo, mais qui nous montre l'ampleur du phénomène. 34 milliards, c'est ce qu'on arrive à référencer aujourd'hui comme équipement numérique. Dedans, sur la planète, hein, on va distinguer pour le moment 3,5 milliards de smartphones, des ordinateurs un petit peu moins, 1,4 milliard, des objets connectés. Alors là, c'est ce qui est en train de flamber, puisque vous voyez que le chiffre 19, il est autour de 50 en 2025, donc demain. Donc j'ai connecté, on ne compte pas les smartphones ni les ordinateurs, c'est les montres, c'est les caméras, enfin tous ces objets qui sont quand même intéressants dans leur application, mais évidemment ça se répand très vite. Les équipements réseau, donc 1 milliard, les millions d'antennes relais, 2G à 5G, avec la concurrence entre opérateurs. Je prends cet exemple chaque fois que je remarque, quand je vais à Latte, au centre de Latte, vous avez à côté d'un bâtiment mutualisé par la gendarmerie et la police municipale, donc vraiment à côté du lac, vous avez donc un bâtiment à 4 pentes, et sur chaque pente, chaque opérateur a installé ses antennes. Et donc vous voyez, des gens vivent là-dessous avec tout ce qu'on peut imaginer, des 4 opérateurs français, et on peut se dire qu'il y a quand même des vrais enjeux de mutualisation d'équipements. Ça coûte cher, ça peut poser des problèmes de santé aussi, etc. etc. Les data centers, on compte dans le monde à peu près 70 millions de serveurs. Bon, ces chiffres évoluent très rapidement, donc c'est des moyennes. Les flux de données sur Internet, c'est essentiellement des vidéos. Je ne vous dis pas lesquelles, mais malheureusement, de Netflix, on va dire, au porno, c'est quand même voilà, ce que représente Internet. On peut aussi se poser des questions. En 1 heure, 10 milliards de mails, 180 millions de recherches. Voilà, ça c'est des mesures. Hein. La consommation énergétique, alors à l'échelle mondiale,
on va parler de 3600 TWh. Et en France, l'ordre de grandeur, c'est 510. Donc ça veut dire que c'est 4 fois, qu'est-ce que j'ai 4 fois? C'est 7 fois la consommation de la France. Vous avez un petit chiffre en dessous. Combien d'appareils numériques dans le monde en moyenne? 8. Et en Europe et en France, plutôt 15. Et dans certains cas, ça peut être 30, 40, évidemment. Ça dépend de votre frénésie d'achat d'objets. Je pense à toutes les techniques type Black Friday et tout ce qui est vente et création de besoins sur ces sujets. Alors les chiffres, il n'y en a qu'à retenir, pour faire simple, c'est 10%. Parce que vous allez voir qu'en termes de gaz à effet de serre, on va y arriver très rapidement. Donc 10% ainsi que d'énergie de la consommation d'un pays, donc ramener bien sûr aux impacts environnementaux annuels de la France, vous allez compter à peu près 10% pour le numérique, en énergie, en gaz à effet de serre et en eau. Ressources, c'est différent, on le mesure en tonnes, 4 milliards de tonnes. Le problème de cette diapo, c'est qu'il faut réfléchir à la face cachée de la diapo. La face cachée, c'est que ça, c'est la consommation en France, nous consommateurs. Mais les terres excavées, l'eau, les émissions de gaz et l'énergie, évidemment, elle se fait aussi dans d'autres pays. Donc c'est distinguer le local du global sur la planète. Donc ça, c'est toute l'hypocrisie actuelle quand on pousse des acteurs à limiter leur consommation, alors qu'ils sont déjà fortement impactés pour nos propres usages. Mais le chiffre à retenir, il y a tellement de chiffres qui circulent, c'est 10%. Alors on va faire un zoom sur l'empreinte du numérique, impact, ressources, énergie. Je vous en ai parlé, un smartphone, comment ça se construit? On va le concevoir aux États-Unis, en Europe. 2, il va falloir trouver les matières premières. Asie, Australie, Afrique, Amérique du Sud. Très peu en France. 3, fabrication des principaux composants. Donc on va commencer à fabriquer des composants avancés. Donc je pense à Taïwan, enfin des pays qui vont faire notamment des puces. Asie, États-Unis, Europe. Assemblage. Là, on est plus dans la mondialisation et tout ce qui se faisait en Europe, moi quand j'ai démarré ma carrière d'ingénieur, évidemment, a été, j'allais dire malheureusement, délocalisé. Donc ça se fait en Asie du Sud-Est. Et la distribution, elle ne se fait pas en cargo à voile pour le moment, elle se fait par avion en général pour ces objets. Et à la fin, c'est 4 fois le tour du monde. Voilà. Pour arriver dans votre poche. Donc ça, il faut en prendre conscience. Donc quand on parle de circuit court, si le circuit court, c'était déjà l'Europe, ça serait pas mal. Voilà. Donc ça, c'est les objets et tout ce que ça coûte en énergie. Parce que ce qu'il faut ramener ensuite, c'est le local, donc l'objet au global, c'est-à-dire le nombre d'objets. Je vous en donnais le chiffre, 3,5 milliards. On va parler, donc c'est un sujet un peu difficile, autant on peut mesurer de l'énergie avec des compteurs Linky ou équivalents, des bouts de courant, pareil pour l'eau, autant le gaz à effet de serre et le bilan carbone, voilà, ça se fait sur des tables d'équivalence. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est l'impact le plus fort? Alors, dans le tableau, vous avez en abscisse 2020, la production mondiale, donc le nombre de produits. Donc, vous retrouvez le 1,5 milliard pour les smartphones. L'impact CO2 d'un objet, 35, c'est pas beaucoup. Mais multiplié par le nombre d'objets, ça peut faire beaucoup. Donc, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que le problème du numérique, ce n'est pas l'objet en lui-même, c'est le nombre d'objets utilisés de la manière dont on les utilise aujourd'hui. C'est-à-dire, on les accumule dans des tiroirs et on ne les recycle pas, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si vous prenez TV et écran, eh bien, vous êtes à 160 milliards et 62, donc ça fait 220 millions de tonnes de CO2 équivalent. Là, j'ai un doute sur milliards. C'est milliards, hein? Oui. Donc, il y a une petite erreur sur le bas. Donc, voilà, je ne suis pas encore au point sur les bilans carbone, mais ça viendra à la fin du mois prochain, puisqu'on va organiser un atelier avec Jean-Louis Bantini sur le sujet.
En tout cas, vous voyez comment ça marche. C'est des équivalences par objet qui intègrent tout ce que je vous ai dit. Évidemment, fabrication, transport, etc. C'est des moyennes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les imprimantes, ouais, ça c'est pas mal, mais il y en a peu. Il y en a de moins en moins en général. En tout cas, on les mutualise. Voilà. Et les smartphones et les PC, vous voyez, c'est les chiffres du dessus qui sont vraiment pas négligeables. Par contre, une montre connectée, j'ai parlé tout à l'heure des objets connectés, l'impact est quand même relativement faible, de manière relative. C'est le million de tonnes. Hein. Ouais, parce que million... Oui, tu as raison. C'est million de kilos. On y arrive. Alors, voilà, tout ça, c'est comparable à l'industrie automobile. Voilà, c'est même supérieur, vous le voyez. Mais je ne suis pas sûr que l'industrie automobile va rester une référence. Voilà, au vu de ce qui se passe sur nos mobilités. Ça, ce qui compte, c'est de regarder en ordonnée le 10% qui est en haut. Et vous voyez qu'il y a plusieurs scénarios, donc des scénarios de sobriété, sans sobriété, donc le rouge. Quoi qu'il arrive, ça augmente. Et vous voyez qu'en bas, c'est 2025 et que les 10%, ben, c'est maintenant. On va parler des ressources et on va revenir d'abord sur le téléphone. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un téléphone? Plastique, matière synthétique, c'est la moitié, verre et céramique, et des métaux. Alors, on va distinguer les métaux, on va dire, bien connus, cuivre, aluminium, zinc, étain, chrome, nickel. Les métaux précieux, or, argent, platine, palladium, ce qu'on va chercher à récupérer en priorité sur les objets qui se recyclent. Des terres rares, très peu, mais très très rares pour certaines, europium, yttrium, on va parler de l'yttrium tout à l'heure, Y. Le tantal, on va ici revenir, et d'autres substances, dont magnésium, carbone, cobalt, lithium. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans un téléphone, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y avait dans un téléphone. Premier téléphone, 10 éléments, c'est assez intéressant. Le téléphone de vos, on va dire, grands-parents, eh c'était 10 éléments bien connus, hein, aluminium, azote, carbone, chrome, cuivre, hydrogène, nickel, oxygène, plomb, zinc. Voilà, tout ça vous parle. Les premiers téléphones mobiles ont dépassé à 29. On trouve des matériaux un peu plus exotiques. Et quand on arrive à aujourd'hui, donc, c'est 54 éléments, voilà, avec beaucoup de métaux, de terres rares. Et ça, ça va poser un certain nombre de problèmes. Pour bien comprendre ça, vous avez ici la table périodique des éléments. Donc, grand classique. Voilà, donc je ne vais pas commenter, ça c'est ce que vous trouvez et ce que vous connaissez sur cette classification périodique. Vous allez voir maintenant la déformation de cette table en fonction des ressources disponibles sur la planète. Et là, ça devient inquiétant. Cette diapositive est récente, elle a été élaborée par la Société européenne de chimie. Alors évidemment, les couleurs, le vert, ça pose aucun problème. Le rouge, menace sérieuse dans les prochains siècles. Menace croissante d'une utilisation accrue, c'est orange. Disponibilité limitée avec futurusque d'approvisionnement, c'est en jaune. L'abondance, c'est le vert. Et le noir, c'est aussi très très important actuellement, c'est les zones de conflit. Là où vous avez un petit téléphone représenté, c'est un matériau nécessaire pour un téléphone avec les technologies d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, on peut voir que, par exemple, tout à l'heure, alors évidemment c'est un peu sombre, mais le tantal en bas, non seulement c'est rare, mais c'est des pays en guerre. Voilà. Le cuivre, c'est aussi une question. Certaines études montrent que le cuivre risque d'être de plus en plus rare. Quand on dit de plus en plus rare, sur la Terre, il y a les réserves et les ressources. Donc, aller trouver les ressources, ça veut dire creuser de plus en plus, donc plus d'énergie, plus de coûts, plus de difficultés à trouver donc les matériaux. Donc, le cuivre, c'est une des vraies questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je ne vais pas tout citer, mais voyez qu'il y a quand même un certain nombre de risques. Évidemment, c'est plus ou moins à l'échelle.
Plus c'est petit, plus il y a de noir et de rouge. Donc je pensais au tantal, il y a aussi le tungstène qui était bien connu pour les lampes à filament. Le tungstène est indispensable et quelque part, on peut aussi citer tout ce qu'il y a dans les batteries, donc batteries lithium-ion, mais c'est aussi du nickel et du cobalt. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Et ça, c'est l'aspect recyclage. Donc c'est toujours un table périodique. Et tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on ne sait pas recycler, puisqu'on en recycle moins de 1%. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments dans lesquels, donc les couleurs du bas, rouge jusqu'au vert, on va dire, ou au jaune, sont des éléments dont on sait aujourd'hui qu'on a du mal à les recycler. Donc c'est bien quand même de connaître ces questions au-delà des métaux précieux que tout le monde connaît, comme l'or ou l'argent. Alors, des ressources limitées, une demande de minerais croissante, évidemment, avec la révolution industrielle et numérique. Alors, est-ce qu'on peut mieux recycler? Oui, bien sûr. Donc, il faut y travailler. Le problème, c'est que les rendements sont limités. On prend le cas de l'aluminium. Et bien, au bout d'un certain nombre de cycles, eh bien non, ça ne marche plus. Voilà. Donc, on ne peut pas recycler de manière illimitée. Est-ce qu'on peut ralentir l'épuisement des ressources? Oui, mais on va gagner 1 à 2 décennies. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant de voir cette accélération. C'est-à-dire, tout ce que je vous dis, ça va se télescoper avec vos carrières professionnelles. Et donc, bien sûr, on peut trouver d'autres solutions, mais à l'instant T, c'est ça. Alors, bien sûr, on va chercher de nouveaux gisements. Mais, comme je vous l'ai dit, ça va créer beaucoup plus de GES, impact sur l'énergie nécessaire, sur l'eau, il faut beaucoup d'eau, sur la biodiversité, impact géopolitique. Je ne vous le commente pas, surtout quand il y a des situations comme en ce moment de crise internationale, en Ukraine, ou impact économique. L'énergie. Ben là, je serai assez bref, parce que cette diapo résume tout. Vous avez donc en ordonnée fabrication-utilisation. On voit bien que la fabrication, c'est évidemment le GES, l'eau et évidemment les ressources. On est dans le matériel. L'utilisation, vous voyez que 60% de l'énergie, c'est une question que j'ai posée au début de l'exposé, c'est notre utilisation de l'énergie, donc nos usages. Donc c'est là où il y a beaucoup à gagner. Et cette diapositive, donc, qui vient de Green IT, n'intègre pas la fin de vie. La fin de vie d'un équipement, ça coûte aussi en énergie. Voilà. On va prendre un autre exemple, les data centers. Voilà les chiffres. Les estimations, c'est autour de 100 TWh par an. Donc ça montre bien qu'il y a quand même des enjeux aussi. Jusqu'à présent, je dirais, ramener ça au débat science-société. Il y a quelques semaines, on parlait de fermeture de piscines pour des questions de chauffage. Mais il faut aussi regarder les data centers qui consomment évidemment beaucoup plus. Là, les échelles, c'est des mégawatts. Évidemment qu'on en a besoin. Mais comme c'est dans le cloud, donc réparti, on ne sait pas trop où, ben en France, il y en a de plus en plus. Et obtenir la carte des data centers et leur consommation, je trouve que dans ce pays, on manque un petit peu de transparence sur ces sujets. Alors évidemment, c'est les Oracle, les Amazon et tous les autres fournisseurs de services. Mais cette matérialité pompe de plus en plus d'énergie. Et donc, évidemment, c'est une préoccupation. Voilà, il y a des moments où, je dirais, il faudra poser la question de l'implantation des data centers pour des questions énergétiques. Est-ce qu'on peut alimenter et est-ce qu'on a les moyens, évidemment, d'optimiser ces consommations? Je vais passer donc à la dernière partie où on va essayer quand même de regarder, d'explorer en tout cas un certain nombre de recommandations et de solutions potentielles. Voilà. Donc je commence par une image, parce qu'à un moment donné, il faut aussi regarder cette réalité par nos fenêtres. DD, développement durable. En haut, eh bien, c'est, comme je l'ai dit, extraction, raffinage, déchets électroniques. Vous voyez, un tractopelle, c'est gros, hein, mais c'est tout petit par rapport à cette machine qui est la plus grosse au monde, qui est allemande, qui est une machine à excaver des terres. Voilà comment ça se passe aujourd'hui, parce qu'il faut aller vite, et donc beaucoup d'énergie, vous imaginez ce que ça représente. RS, responsabilité sociétale.
eh bien, le cobalt au Congo, voilà, donc pas plus de commentaires, ou le recyclage des composés toxiques, mercure, plomb, arsenic. Au passage, je me permets aussi cette anecdote, parce qu'on est aussi des citoyens, l'exploitation par le BRGM en France des mines d'or dans le sud-ouest, je pense à Salsigne, est quand même une catastrophe dans ce que j'appelle le post-processing. L'usine a été fermée, et qu'est-ce qu'on a laissé? Eh bien, on a laissé de l'arsenic de partout. Et donc, quand il y a des crues, eh bien, l'arsenic qui se déverse. Donc, ça nous touche en France. Évidemment, les populations concernées sont... voilà, il y a d'autres... Il y a Saint-Laurent-du-Minier aussi. Voilà. L'histoire des mines n'est pas simple. Mais évidemment, on se voile les yeux quand ça se passe à l'étranger. Et ces questions, évidemment, sont à connotation des DRS. Alors, les points généraux, si je devais résumer en une diapo, avant de détailler certains points, ce qu'on attend des acteurs, c'est d'agir vite. Limitons la frénésie numérique, l'ébriété numérique, hein, pour prendre aussi d'autres termes. Apprenons à mesurer nos impacts. Alors, premier point, comprendre. Comprendre, sensibiliser. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faudrait faire, je dirais, dans tous les niveaux de la société, à commencer par nos gouvernants. Mesurer, ça c'est important. Parce que, je dirais, on peut parler des heures. À un moment donné, il faut faire des photographies mesurées. Par exemple, sur ce campus, quelle est ma consommation d'énergie? Qu'est-ce que j'ai en autoconsommation? Comment ça se mesure? Eh bien, une technologie qui a été très décriée, donc ça fait peut-être sourire aujourd'hui, c'est les compteurs Linky qu'on trouve chez moi. J'habite au nord de Montpellier. Donc, c'est la SOR pour l'eau, c'est les compteurs Linky. Donc, ça veut dire que chaque litre d'eau que je dépasse par rapport à un quota qu'ils ont calculé, je suis prévenu par des messages, donc grâce au numérique. Pareil pour l'électricité. Et on peut, avec des boucles de courant, ça coûte quelques dizaines d'euros, séparer ces consommations et arriver à faire des mesures, dire ben, c'est mon bâtiment qui est mal isolé, c'est ma climatisation, c'est mes équipements numériques, ou à l'étage au-dessus, vous avez le département DO, donc en informatique. Chaque étudiant a son serveur, c'est très bien. Donc c'est un micro-data center, mais évidemment, ça consomme pas mal d'énergie. Décider, évidemment, la mesure c'est bien, mais il faut prendre des décisions, éviter et réduire. Voilà. Donc on peut agir au niveau personnel, dans un cadre professionnel, et bien sûr collectivement. Donc tout ça, c'est peut-être des mots, mais à un moment donné, l'aspect collectif, il est quand même essentiel. Ça peut être le rôle de l'État, et on va le voir, il y a quand même une loi qui, qui est contraignante, hein, qui a été votée il y a quelques mois. Sensibiliser et accompagner, ben, évidemment, les étudiants, les personnels. Donc il y a des conférences inspirantes, des débats, des lectures. Je vous ai mis ici les sites les plus importants pour moi. Donc Shift Project pour l'énergie, l'ADEME, qui est extrêmement sérieux en termes de chiffres, Time Planet, l'Institut numérique responsable, Green IT, Fresque numérique, on va y revenir. Ça permet de sensibiliser par le jeu, et c'est finalement assez intéressant. Vous pouvez vous former, donc il y a 2 MOOC que je vous conseille. Le MOOC de l'INRIA, il a fait un super MOOC, voilà, donc on peut dire le faire calmement à son rythme. Et vous avez un MOOC de l'INR, donc INR, Institut numérique responsable, qui est pas mal aussi, ils sont complémentaires, donc ça existe. Vous avez aussi, évidemment, les cours, les projets, donc mettre en pratique ces éléments. Voilà, vous testez régulièrement, je veux dire, tester ses connaissances, son positionnement. Je vous ai donné des chiffres, j'aurais été incapable de vous les donner il y a quelques mois. Voilà, donc c'est aussi une question d'intérêt, de comprendre les phénomènes. Donc se former et surtout former. Former autour de vous. C'est tout bête, mais je peux vous dire, donc notamment par les fresques numériques qui sont des ateliers où on mélange des personnes, donc des étudiants, des enseignants, des personnels techniques ou administratifs, on s'aperçoit qu'il y a un point commun, c'est que tout le monde a les mêmes objets entre les mains. Tout le monde a à peu près les mêmes usages. Et c'est important de comprendre effectivement où on va sur ces questions ensemble. Alors, la loi, ce qui est important, je veux dire, le cadrage au niveau d'un pays ou de l'Europe, hein, puisque tout ça est assez lié.
Donc, c'est la loi du 15 novembre 2021, donc elle n'a pas un an. C'est intéressant, donc il y a les articles assez généraux. Faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique, ok. Limiter le renouvellement des terminaux. Bon, c'est une évidence. Je pense que l'abondance, y compris nous-mêmes dans nos organisations, peut-être qu'on ne va pas changer nos machines aussi souvent et aussi rapidement. Voilà. C'est pareil pour toutes les collectivités. On veut qu'évidemment, le public donne l'exemple, enfin, ça concerne tous les acteurs, y compris du privé. Faire développer, développer des usages numériques écologiquement vertueux. Ça, c'est important. Normalement, et d'ailleurs c'est écrit en bas, il doit y avoir une sensibilisation de plus en plus forte des étudiants. Donc, comment, dans la construction d'un matériel, dans la programmation, voilà, je vais optimiser, non pas simplement la vitesse, mais aussi la consommation d'énergie et l'éco-responsabilité dans le choix des matériaux. Promouvoir des centres de données, des réseaux moins énergivores. Ben, c'est ce que je vous ai montré sur le data center. Voilà. Après, une loi, ça se décline. Hein. Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires, là aussi. Et d'ailleurs, il y a une autre loi, par exemple, pour construire des bâtiments aujourd'hui, eh bien, en toiture, c'est soit du végétal, soit du photovoltaïque. Voilà. Je veux dire, alors que jusqu'à aujourd'hui, y compris les dernières réalisations, je pense à l'Atrium, donc un beau projet donc, qui est là où va passer le tram ligne 5, ce n'était pas dans le cahier des charges. Donc vous avez des chemins de partout, voilà, alors que ça pousse les architectes et les constructeurs à repenser, à déporter et à libérer un maximum d'espace parce que ce sont des surfaces inutilisées. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est le cadre législatif. Je vous ai parlé de la fresque numérique, donc on n'a pas le temps, évidemment. Une fresque, c'est ça, c'est des cartes. Ça peut se jouer avec des cartes, ça peut se jouer en réseau. Voilà, donc vous l'avez sur Internet, hein, vous trouverez même les solutions. Et c'est intéressant parce que ça vous permet, par groupe de personnes en général, 8 personnes, autour d'une table, c'est un jeu sérieux, et même qui peut être anxiogène. Vous avez fait les fresques du climat. La fresque numérique, c'est simplement se poser la question, eh bien, comme je l'ai décliné, donc vous demandez des cartes, il faut les placer, il faut chercher les liens de cause à effet. Ben, c'est quels sont les usages numériques, quelles sont les conséquences et quels sont les impacts. Et la deuxième partie, qui est intéressante, ce sont quelles actions possibles. Donc ça dure 3 heures. Tout ça est normalisé. La fresque du climat que vous avez suivie, on va dire, c'est le rapport du GIEC pour les gens qui n'ont pas envie de le lire dans le détail. Donc les données qu'on vous donne sont celles du rapport du GIEC. La fresque numérique, c'est un mélange entre les données de l'ADEME, des données des sites que j'ai cités, voilà. Et je répète, la partie la plus intéressante, qui à mon avis est assez stimulante par rapport à la fresque du climat, c'est de montrer, alors je vous ai classifié les grandes classes d'une solution possible, mais en 2 mots, réduire la quantité de matériel, c'est une évidence, augmenter la durée de vie de matériel, j'en suis désolé, mais on pourrait imposer que les équipements électroniques, électroménagers chez Darty, vous avez des garanties de 2 ans, généralement 2 ans, et puis vous payez pour avoir 5 ans. On pourrait décider, puisqu'il y a des contraintes importantes, à d'abord repenser l'indice de réparabilité des équipements et surtout les garantir 5 ans par défaut. Optimiser la conception, ça vous concerne directement en tant qu'ingénieur. Optimiser les infrastructures, donc là ça dépasse un petit peu la conception des objets, mais en 2 mots, voilà, donc ce que je vous ai dit. Pourquoi autant d'antennes et pourquoi ne pas les mutualiser? Pourquoi dans chaque habitation vous avez une box alors qu'il est très simple d'en avoir une pour toute la collectivité? Voilà, avec la fibre optique, on peut faire beaucoup de choses. Et bien évidemment, ça déplaît aux opérateurs, puisque vous avez compris qu'il faut qu'ils rentabilisent l'investissement. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut être un peu plus sérieux dans les usages fournis. Et en conclusion, voilà, vous avez l'exemple de carte, par exemple, le sac à dos écologique, un ordinateur de 2 kg, eh bien c'est presque 1 tonne de ressources. Voilà. Donc chaque fois, c'est ces éléments de sensibilisation. Donc je ne vais pas tous les commenter, mais on voit ce qu'est l'effet rebond, on voit ce que sont les répartitions de trafic Internet et autres. Donc le rouge, c'est la vidéo. Les messages, il y en a 7.
numérique et matériel. 2, ce qui a le plus d'impact, ce sont nos terminaux. Voilà. L'extraction des minerais. 4, le recyclage, ce n'est pas tout à fait au point. 5, les ressources en métaux, eh bien, ça pose problème. 6, à cause de l'effet rebond et de nos usages, la technologie seule ne résoudra pas les problèmes. Donc il faudra effectivement avoir d'autres initiatives. Évidemment, on peut penser qu'évidemment notre numérique est possible. Ça, j'ai extrait ça d'un bouquin qui montre, bon, on ne va pas détailler tout, le nombre de lignes de code entre des jeux, des applications quand même intéressantes, une navette spatiale. Et en bas, qu'est-ce que vous avez? Les deux dont je les commente, si vous ne voyez pas, c'est Facebook et surtout donc un logiciel de voiture connecté. Je n'ai pas dit autonome, hein, c'est connecté. Voilà. Donc ça montre le côté délirant de certaines applications. Et c'est normal d'ailleurs, avant de vous engager dans une entreprise donnée, c'est intéressant de savoir sa politique sur ces sujets, qu'est-ce qu'il compte faire. C'est assez intéressant pour l'automobile, parce qu'on s'aperçoit que c'est du jamais vu dans l'industrie, c'est l'État qui impose une norme, d'un coup. Tout électrique en 2035. Très bien. Donc évidemment, il faut s'adapter avec la question de qui va fournir l'énergie. Bon. Et surtout, la réponse de beaucoup d'acteurs sur ce territoire en France, c'est de dire on met le paquet sur la voiture autonome, en produisant tous les composants, toute l'IA, tout ce qu'il faudra faire. Et on peut aussi se poser la question, je répète, est-ce qu'on a besoin d'avoir tous des voitures autonomes? Et moi, la réponse, je vous la donne de suite. Au vu de la connaissance qu'on a sur ces techniques, c'est techniquement possible. Il y a des prototypes qui fonctionnent, mais ce serait une hérésie de les commercialiser dans des usages non mutualisés. Entendu, moi, ça ne me pose aucun problème. S'il s'agit de voitures, je veux dire, pour faire du transport de personnes, pour faire donc, je dirais, les services clés de l'administration. Voilà, donc ça, je pense à la santé ou autre, ça, c'est autre chose. Là, j'essaie d'être créatif en définissant une pyramide inversée pour les microélectroniciens, donc pour vous, entre les composants en bas, le matériel, les applications, dont le transport, la santé, bon, tout ce que vous connaissez, et les services. Cette diapo, elle montre quoi? Je n'ai pas donné de chiffres volontairement. C'est que l'argent, parce que le monde, en tout cas la société dans laquelle on est, je veux dire, la génération, on va dire, de valeur, c'est évidemment plus les services, moins les applications, moins le matériel, moins les composants. Donc ça fait râler les ingénieurs que vous êtes, parce qu'on voit bien ce que sont les difficultés de conception de ces objets. Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on va gagner de l'argent. La preuve, dans je dirais, tout ce qui s'est passé dans la mondialisation, à un moment donné, nos politiques ont cru que la France pouvait devenir un pays de services. On ne fera que des services, c'est ce qui rapporte. Le problème, c'est que si vous n'avez pas le bas de la pyramide, ce n'est pas stable. Voilà. Et actuellement, il suffit qu'il y ait quelques missiles qui tombent à Taïwan, on serait très très mal, parce que c'est l'usine du monde des composants les plus avancés. Voilà, TCMC. Ça, c'est le passage du hard vers le soft. Donc évidemment, le soft a extrêmement d'importance. Mais évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de greffer là-dessus l'éco-conception à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que sur ces 4 niveaux, quelle énergie, quelles ressources en eau, quels matériaux, quelles ressources, et en retour, quels impacts je vais produire. Voilà. Ça, c'est une vision assez synthétique qui montre, je dirais, évidemment, vu vos compétences, vous pouvez travailler sur les 4 niveaux, mais c'est important quand même de voir leurs relations. Et je me permets de rappeler donc l'importance des aspects sociétaux, donc les droits, santé, sécurité, gouvernance, répercussions socio-économiques, héritage culturel, etc., etc. Bon, le cycle de vie non numérique, je passe assez vite. Il y a 3 niveaux, donc n'oubliez pas le dernier, la fin de vie. Production, utilisation, fin de vie. Donc extraire, fabriquer, évidemment considérer toutes les ressources, mesurer les impacts environnementaux, sociétaux. Pour l'utilisation, eh bien, on a besoin d'infrastructures,
Donc, comment on les organise, comment on les mutualise. Évidemment, on peut se poser la question des circuits courts. Voilà, les circuits courts à l'échelle d'un pays, mais aussi d'une région, voire d'une métropole. L'impact environnemental, sociétal. Et la fin de vie, ben là, il y a beaucoup à imaginer. Recyclage, décharge, impact environnemental, impact sociétal. Voilà. C'est ne pas oublier qu'il y a 3 niveaux et pas simplement 2. Alors, évidemment, je ne suis pas économiste, mais il se trouve que j'ai fait un exposé il y a 15 jours avec un économiste, donc Gérard Narot, avec qui on a parlé d'économie circulaire, c'est assez intéressant. Et donc j'ai repris cette diapo avec son autorisation, qui est simplement très générale, hein. Ça montre que l'économie qui est la nôtre, c'est une économie dite linéaire, où on extrait, on fabrique, on consomme et on jette. Et évidemment, il y a un passage obligatoire à l'économie circulaire, c'est-à-dire réduire, réutiliser, reconcevoir, recycler. Et ça explique pourquoi en France, moi je considère que le milieu associatif, et notamment des jeunes comme vous engagés, est beaucoup plus dynamique que l'enseignement supérieur. Donc je pèse mes mots. Voilà, mais ça va venir. Et dans l'enseignement supérieur, les plus dynamiques actuellement, ce sont les écoles de management. Je peux vous dire. Et la raison, elle est simple, hein, c'est aussi pour eux l'instinct de survie. Sous-entendu, le modèle passé, si on ne comprend pas qu'il est mort, c'est qu'on n'a encore rien compris aux enjeux. Peut-être qu'il faudrait mettre d'ailleurs des sciences et techniques dans ces écoles de management, un petit peu plus, pour appréhender ces questions. Donc, le cycle de vie d'un produit, c'est bien évidemment matière première, fabrication, transport, distribution, utilisation et fin de vie, comme je l'ai cité. Et donc, il y a tout un travail qui nous amène à ce type de diapositive de l'ADEME, qui est très bien fait, je pense, et qui donne dans l'économie circulaire les 7 piliers. Donc, je vous les liste, hein, en haut, l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, achat, consommation collaborative, intéressant, utilisation, allongement de la durée d'usage, réemploi, réparation, réutilisation et recyclage. Et donc dans les 3 domaines d'action que sont l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs et la gestion des déchets. Et ça nous amène à un sujet où à Polytech, il y a des filières comme la filière matériaux ou eau qui sont quand même sur ces questions assez pointues. C'est pas nouveau, c'est l'éco-conception, à part que ça devient incontournable aussi. Donc c'est quoi? Je l'ai mis en vert. C'est l'intégration des contraintes environnementales dans la conception de produits et services selon une approche globale et multicritère. Donc soit vous serez amené à créer votre entreprise ou travailler dans une entreprise, c'est important de savoir comment elle se positionne sur ces sujets. Voilà, est-ce que c'est de la peinture verte ou est-ce qu'il y a vraiment une envie d'aller plus loin, de se remettre en question? Donc l'éco-conception d'un produit, c'est compléter un cahier des charges, évidemment si possible la performance équivalente, et l'analyse de cycle de vie, c'est une normalisation ISO qui consiste en 4 étapes: champ d'étude, objectif, puis inventaire, puis impact, puis interprétation. Voilà. Donc ça, et ça se projette bien sûr sur les 3 niveaux: fabrication, utilisation, fin de vie. Donc ça veut dire que dans mon projet, à un moment donné, je suis capable de calculer mes paramètres. Donc il y en a qui sont très simples, hein. C'est la consommation d'énergie, ça se simule, ça se calcule, ça se modélise. Le bilan carbone, il y a un des diplômés d'il y a 2 ans, SE, dans Système Embarqué, qui a monté une start-up sur ce sujet, qui aide toutes les sociétés qui ont des composants électroniques à calculer leur bilan carbone. Parce qu'on a besoin d'outils. Les calculettes carbone, ça existe, mais c'est important d'avoir aussi l'accompagnement, la rigueur qu'il faut pour comprendre mieux les tenants et les aboutissants. Alors là, je vais lister un certain nombre de points, parce qu'il y a quand même des gens qui ont réfléchi. Ça reste bien sûr très général, mais je vais vous donner 2 exemples à la fin. Donc, la production d'équipements, normes d'éco-conception et de fabrication. Donc, j'ai mis en gras l'éco-conception. Éviter l'obsolescence logicielle. Moi, j'ai un iPhone. J'en suis désolé, je suis au numéro 6. Voilà. J'ai des logiciels qui ne tournent plus. Je trouve que c'est bizarre.
parce que même si le professeur, pour téléphoner, ça me suffit largement, et mon nombre d'applications était limité, mais je suis embêté par rapport à certaines applications. Privilégier les circuits les plus courts possibles, circularité des ressources, donc ça je l'ai indiqué, permettre une maintenance efficace et allonger la durée de garantie, donc c'est indispensable, information plus précise des consommateurs, indice de réhabilité, traçabilité. Alors là je suis obligé, voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi des impacts citoyens qui doivent être sur les politiques beaucoup plus forts. Normalement, quand on achète un équipement, il doit y avoir une étiquette. Donc vous avez des étiquettes, par exemple, sur la consommation d'énergie, vert jusqu'au rouge, ABCDE, vous connaissez. Mais c'est insuffisant. Moi, j'ai trouvé, je vous donne des exemples, des équipements made in France, voilà, et puis quand vous regardez, oui, conçu en France, mais fabriqué en Chine. Non, il faut arrêter ces bêtises. Il y a des labels qui doivent vous indiquer la conception, pourquoi pas, bien sûr. C'est quand même le point de départ fondamental, mais aussi d'où viennent les matériaux, voilà, quels sont les bilans carbone associés éventuellement, quelle est la composition, où ça a été fabriqué, et quand c'est des produits électroniques, on distingue bien les composants, l'assemblage et tout. En tout cas, vous donnez une information en tant qu'acheteur, voilà, la réparabilité et autres. Il faut comprendre que le monde actuel est fou, quand vous voyez qu'en même temps, vous avez des techniques de vente de vêtements dans des modèles de fast fashion. Entendu, on change de la mode toutes les semaines. Évidemment, tous ces vêtements, ils sont produits, vous savez où, et en générant des pollutions énormes. Mais tout ça est accepté. Et donc je pense que là aussi, c'est anormal. Et l'étiquetage doit donner une information pour les consommateurs. Je vous cite une anecdote, ça s'est passé il y a une semaine. J'en ai parlé à Lionel. J'ai ouvert une bouteille de vin, Costière de Nîmes, très bon par ailleurs. Et donc dans l'étiquette, il y avait beaucoup, vous savez, il y a le degré, il y a les sulfites et tout ce qu'il faut, etc. Et puis il y avait écrit production éco-responsable, 2 petits points, bouchon de liège. Et je trouvais ça très fort parce que, évidemment, le liège, surtout s'il est naturel, bon, enfin, on sait ce que ça veut dire, mais enfin, la bouteille de vin ne se résume pas à un bouchon. Voilà. Donc quelque part, on va mettre à part le sujet viticole, qui est un sujet à part, mais l'information des consommateurs sur l'étiquette, que ce soit pour nos vêtements, qu'ils soient neufs ou d'occasion, que ce soit pour les équipements électroniques, il y a vraiment matière à progresser. Services et développement informatique, alors éco-conception des services numériques, anticiper les impacts, mesurer la signature ou l'empreinte environnementale, efficacité énergétique, limiter les fonctionnalités inutiles, optimiser, simplifier. Je prends un exemple. Bon, on s'est fait un petit peu allumer ici, dans cet amphi, quand Vincent Courboulet est venu, pour nous dire à Polytech, votre site internet, il y a des outils de mesure. Et quand vous mettez plein d'images, plein de vidéos, à un moment donné, ça a un poids. Et ça se mesure. Et donc, on s'est fait allumer en disant, vous êtes des DRS éco-responsables, mais enfin, vous ne donnez pas l'exemple. Donc, du coup, ça a changé. De toute façon, c'était prévu de le changer. Mais c'est important. Vous n'avez pas connu le Minitel, mais le Minitel, c'était le premier outil qui permettait de faire, par exemple, des réservations de train. Donc, c'était des caractères alphanumériques, hein, blanc sur noir, clac, clac, je réserve, je pars. Je me connecte sur le site. Quand j'arrive, sur les modems à 56K, enfin, peu importe. Donc, départ, arrivée. Le site internet de la SNCF au départ, c'était ça. Plus rapide, plus efficace. Regardez, aujourd'hui, c'est affolant. Vous avez plein de publicités dans tous les sens. Et pour trouver l'information qui vous intéresse, je pars et je vais à tel endroit. Eh bien, c'est quand même un peu compliqué. Et ça, c'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'il y a... ça va des services, évidemment, jusqu'à la conception des produits. Repenser les modèles de consommation. Alors là, je suis obligé de... Voilà, là aussi, des forfaits limités, ça devrait être interdit. Voilà, c'est pas peine de perdre du temps. Tous les forfaits doivent être limités. Ça n'empêche pas que vous dépassiez un quota, mais vous allez payer beaucoup plus cher. Quitte à payer moins cher le forfait normal. Donc normal, c'est des usages qu'on a. Donc un forfait illimité est une aberration avec tout ce que je vous ai raconté. Mais si vous voulez faire de l'illimité, très bien, mais vous payez plus cher. Ou bien vous ralentissez le débit. Voilà. Aux États-Unis, il y a quand même de sérieux problèmes d'eau. Au Nevada, en Californie, eh bien, vous avez des quotas d'eau. Si vous les dépassez,
eh bien, on va vous réduire le débit. En 2 mots, pour remplir une bouteille, il faudra 5 minutes. Voilà. Donc, j'en suis désolé, mais c'est aussi de comprendre que c'est un bien commun, qu'on le partage. Et le cloud, l'Internet, ça aussi, ses usages et donc ses règles. Voilà. Alors, après, il y a les règles de base. Je ne veux pas tomber dans le gadget, mais vous êtes électronicien. Vous savez que dans votre transformateur d'iPhone, il n'y a pas qu'un transformateur. Il y a aussi une électronique, notamment de protection. Et un transformateur qui reste sur une prise, il consomme. Voilà. Quand on va en salle de TP avec une caméra infrarouge, avec des équipements en veille, il y a beaucoup de rouge, parce que ça consomme, etc., etc. Donc ça, c'est le bon sens. La mise en veille est peut-être insuffisante. Je ne vais pas vous dire de couper vos consoles Internet le soir. Moi, je ne le fais pas. Et en plus, on n'a pas donné d'exemple. Ça devrait être automatique. Voilà, il n'y a pas de trafic. Ça peut s'éteindre automatiquement, ou en tout cas réduire fortement sa pollution énergétique. Agir en tant qu'utilisateur, donc limiter la quantité de matériel acheté. Je sais que c'est dur. Donc revendre, donner, recycler, conserver plus longtemps. Donc une machine aujourd'hui, moi j'utilise un Mac encore, voilà, il a dépassé les 6 ans. Donc c'est des choix bien sûr, importants dans les collectivités. Je vous ai expliqué que les écrans, c'est un sérieux problème. Réparer nos matériels, voilà, quand on peut. Par exemple, vous avez entendu la semaine dernière la nouvelle norme européenne qui fait que les chargeurs de téléphone vont être donc sur le port USB-C. Très bien. Mais la question qui suit, pourquoi on n'a pas fait pareil pour les batteries? Pourquoi les batteries, ce n'est pas du standard? Évidemment, le téléphone sera peut-être un peu plus épais, ou je ne sais pas, mais on devrait permettre, changer une batterie sur des téléphones pour lesquels on n'a pas prévu un changement simple, c'est anormal, etc., etc. Acheter du matériel d'occasion reconditionné, raisonner nos usages numériques à de l'utile à l'inutile. Bon, alors là aussi, beaucoup de gens apprennent, j'espère pas vous, entre regarder un film sur un écran de téléphone en 5G dans un TGV à 300 km/h ou regarder le même film chez vous tranquillement sur le câble ou en Wi-Fi, entre Wi-Fi et 5G, il y a un facteur 10. Eh bien, je répète, sur la chaîne complète, sous-entendu, là où le film que vous l'avez téléchargé jusqu'à son acheminement. Voilà, donc il faut penser aussi à ce genre de choses. Et puis, bien sûr, vous avez vu, je crois que ça s'appelle Watch, voilà, c'est sur les sites, vous regardez une vidéo, mais automatiquement, vous en avez une autre, puis une autre, puis une autre, et puis les gens passent leur temps à regarder des vidéos, donc très bien. Mais tout ça, ça compte. Voilà, c'est aussi notre façon de vivre en société et le recul qu'on peut avoir par rapport aux objets numériques. Voilà, éteindre nos équipements, contribuer au choix collectif à tous les niveaux. Donc s'impliquer. Je prends un exemple. Alors, je pourrais prendre deux exemples. Le premier, hier j'ai eu une interview et j'ai imaginé un exemple, donc je vous le donne, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Voilà. Ça peut vous donner des idées. Voilà. Sur un téléphone aujourd'hui, comment ça se passe? Je prends l'option caméra, ou même plus simple, photo. Les plus anciens, j'en fais partie, faire des photos sur un appareil photo, c'était simple. Vous partiez en voyage, c'était des pellicules de 24 ou 36. Donc vous reveniez avec des pellicules et puis vous attendez 10 jours pour qu'elles soient développées. Et puis parfois voir que vous aviez tout raté. Bon, c'est la vie, mais c'était la façon de récolter ces images. Aujourd'hui, vous avez compris qu'avec ces téléphones, vous pouvez faire des dizaines de photos, 10 fois, 20 fois, surtout en rafale, la même photo. Vous savez très bien que dans les services offerts par Apple, par Amazon, je pense à, comment ça s'appelle l'outil d'Amazon, Prime Video, vous êtes abonné, c'est 5 €, je ne sais pas, par mois, peu importe, automatiquement vos photos, bon, vous l'avez pris, elle part dans le cloud. Vous ne savez pas où, mais elle est stockée. Donc c'est vrai que vous perdez le téléphone, il y a au moins vos photos dans le cloud. Ça, c'est sympa. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun nettoyage. Tout part dans le cloud. Et évidemment, après, quand on rentre ces photos, c'est quand même... Bon, il y a des outils qui vous aident à les classer, c'est très bien. Mais je me suis dit quand même,
je ne sais pas si ça existe, mais si ça n'existe pas, il va falloir l'inventer rapidement. C'est une application qui, avec un peu d'IA, va voir comment vous aimez vos photos, l'éclairage, tout ça, le type de photos que vous faites, les personnes, etc., les paysages. Et à partir de là, de se dire, quand j'en prends 15, il n'y en aura qu'une de retenue. Soit je laisse la machine la choisir, je lui fais confiance, voilà. Soit je la paramètre, mais se dire, il faut arrêter cette bêtise de stocker des photos dans tous les sens. Une photo, c'est quelques mégaoctets. Beaucoup plus, suivant la qualité que vous cherchez. Donc ces applications, il faut les inventer, des applications vertes, dans lesquelles je gère intelligemment la capacité illimitée, a priori, que me donne une machine, en l'occurrence un téléphone. Ça, c'est un deuxième sujet, donc fait ici, à Montpellier, qui remonte, c'est 10 ans de travail à peu près, qui vous montre un peu une préoccupation qu'on a eue. Et si je prends l'exemple, c'est que c'est juste à côté de vous, derrière, c'est on s'est posé la question de répondre à la question des data centers centralisés. Donc ce qu'on a inventé, c'est une technique pour mixer en même temps l'énergie et les données. Donc une forme de tas de mixage dans lequel on va pouvoir choisir de dire je prends toute l'énergie en autoconsommation, je la revends éventuellement, ou je fais du calcul, ou je fais les deux. Et donc le principe, c'est ce que vous avez sur le toit à côté, c'est des panneaux solaires dans lesquels, en circuit court, on a mis les calculateurs sous les panneaux. Voilà, donc on a démontré que ça marchait sans climatisation, puisque l'air est un... Voilà, donc il y a une peau métallique autour, voilà, il y a aussi quelques ventilateurs. Et autour, il y a des batteries. Donc, les batteries, c'est important pour stocker l'énergie. Donc le principe, c'est quoi? C'est donc utiliser les toitures inutilisées donc, pour faire des calculateurs neutres en carbone, donc unité de calcul, stockage, donc on stocke l'énergie et les données. Et l'idée, c'est de faire un micro-data center distribué. Vous connaissez le edge computing, donc on répartit les ressources. Et donc, pour inventer des usages responsables, parce que les usages restent à inventer. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons des opérateurs télécoms, ils font leur job, des opérateurs de l'énergie, ils font leur job, et il n'y a pas des opérateurs communs pour le moment. J'espère que ça va arriver vite. Donc, l'idée, c'est de permettre à des opérateurs publics, comme les collectivités ou privés, de disposer de moyens informatiques locaux distribués. Et ce que j'ai rajouté, bon, j'ai écrit quelques articles dans The Conversation, notamment quand le data center de Strasbourg a brûlé, de OVH, qui est un des opérateurs français, enfin maintenant c'est international. Il a brûlé, et le problème, c'est que les backups, ils étaient dans la pièce d'à côté. Donc il y a des gens qui ont tout perdu. Et ils pensaient être sécurisés. Évidemment qu'ils le sont par les procédures et autres. Et on nous reprochait, parce que je peux vous dire qu'il a fallu se battre pour convaincre des investisseurs potentiels, ou même la région qui nous a financés, on disait, mais votre truc, il n'est pas sûr. Mais il est plus sûr, au moins en termes de souveraineté. Vos données, vous savez où elles sont. Vous pouvez les répartir. Transférer des données, on va parler de nanosecondes. Voilà. C'est-à-dire, même s'il y a une forme d'intrusion, c'est des choses qu'on sait facilement maîtriser. Donc, évidemment, on peut se poser la question, avec cet équipement, de répondre à la question, dans un habitat collectif, je peux mutualiser beaucoup de choses. J'ai envie, par exemple, de faire que je suis en autoconsommation pour les parties communes. J'ai envie, par exemple, que dans l'habitat collectif, eh bien, on mutualise, ça commence à se faire à Paris, l'accès à des fournisseurs d'Internet. Voilà. Donc, c'est évidemment, tout dépend du poids de celui qui négocie, mais c'est une possibilité. Donc, on remet en question ce principe de data center. On a validé ce principe, je répète, avec l'aide de la région notamment. Les capteurs embarqués permettent de disposer d'indicateurs de suivi, c'est-à-dire qu'en temps réel, vous avez les tableaux de bord de suivi de vos consommations, de vos gains, parce qu'au départ, c'était pensé aussi pour revendre l'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, y compris dans cette université, on va, je pense, voir fleurir, je l'espère très rapidement, des panneaux photovoltaïques, même si la question de la fabrication peut poser des questions, il faut aussi le dire. Quand c'est fait par des Ouïghours en Chine, eh bien, il y a quand même des problèmes d'éthique, puisque ce sont des esclaves actuellement. Il y en a beaucoup. Donc, d'où viennent mes panneaux? Et surtout, on sait que s'il faut les rentabiliser, c'est au moins 10-15 ans, au moins 10 ans, si on veut rentabiliser l'investissement, parce qu'on ne les recycle pas très bien encore. Donc, en deux mots,
le photovoltaïque pour l'autoconsommation. Voilà, la facture d'énergie sur ce campus, elle va frôler bientôt les 20 millions d'euros. Voilà, un centre de calcul, comme celui du CINES, c'est autour de 2 millions d'euros. Voilà, donc quelque part, ça pose aussi des problèmes économiques. Donc, sous-entendu, qu'est-ce que je peux mutualiser? Les capteurs permettent en temps réel de vous dire soit l'argent que vous gagnez par rapport à l'utilisation de l'énergie fournie par les opérateurs, soit ce que vous utilisez pour vos propres usages, soit surtout comment vous pouvez faire des calculs. Alors en 2 mots, l'installation comme celle que vous avez là, la chance qu'on a eue, c'est de recycler des cartes du CINES, donc voilà, recycler des machines. Donc ce n'est pas les dernières générations, mais enfin, l'équivalent de ce qu'il y a sur le toit, ça représente, je dirais, autour d'1 mètre carré, 2 mètres carrés, pas plus de data center. Et voilà, pour que ce soit intéressant, il faut mettre ça en réseau et bien sûr sur des surfaces plus grandes. Voilà, donc ça c'est un exemple pour lequel, vous voyez l'architecture, le réseau qui est connecté, les nœuds, et l'astuce, c'est de transporter les données, l'énergie, dans les batteries. C'est ça qui n'existe pas. C'est un brevet. L'idée, c'est, il y a le flux de données, ça vous connaissez, données, accès mémoire. Les flux d'énergie, c'est-à-dire donner l'énergie dont un processeur a besoin pour un calcul donné. Tous n'ont pas marché à la vitesse maximum. Et si un des processeurs manque d'énergie, qui peut lui donner l'énergie en faisant transider par le réseau interne. Donc ça s'appelle aussi du smart grid, bien sûr. Et voilà donc ce que ça peut représenter, puisque c'est à côté, et la salle de démo est au dernier étage. Alors là, c'est un transparent que Lionel avait fait pour une conférence qu'on a... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Peut-être que tu l'as commenté, ça, Lionel, en cours. Lionel, tu l'as commenté, ça, en cours, dans ton cours? Ah, d'accord. Ah, ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire, on va dire, les micros, j'appelle ça les micro-évolutions qu'on peut faire au niveau algorithmique, architecture, circuit, technologie. Donc, vous savez très bien que les goulots d'étranglement, ça, c'est la puce Apple, c'est comment acheminer la donnée de la mémoire CPU vers la mémoire CPU, donc qui est quand même un véritable défi. C'est un goulot d'étranglement. Repenser la chaîne logicielle compilation, revenir des circuits spécialisés. Donc ça, c'est une vraie question. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que, évidemment, ça fait partie des évolutions des architectures de circuits. L'autre point important, c'est le HPC, dans le High Performance Computing. Donc, on va dire ce qu'on sait faire de mieux. Donc, c'est les Formule 1, on va dire, du monde numérique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est intéressant. Donc, vous savez très bien que l'informatique, elle est centralisée, distribuée, elle est pervasive, enfin, dans le net, etc. Revenons au mainframe, c'est-à-dire aux machines les plus puissantes. Eh bien, il se passe des choses actuellement très intéressantes. Je vous ai cité Apple, je vous ai cité Tesla et d'autres. Et donc, les architectures évoluent fortement. Par exemple, la machine du CINES qui arrive, Ad Astra, qui est, donc, je vous dis, dans le top 10 mondial. Il y a à la fois des CPU et des cœurs AMD GPU. Il y en a 5000 par cœur, 5000 par composant. Et donc, c'est un parallélisme massif pour traiter, vous en doutez, au début, les GPU, c'est pour signal de l'image. Là, c'est pour traiter du parallélisme massif, notamment donc, de l'apprentissage en IA. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce qu'on voit dans les générations qui sont en train de se construire, notamment pour l'IA, c'est chercher une meilleure adéquation programme-architecture. Donc ça passe par de la CPU, de la GPU, mais aussi par des circuits spécialisés. Donc on revient, que ce soit des circuits programmables ou des circuits spécialisés, on revient à des architectures peut-être plus spécifiques. Et l'idée, c'est que la machine utilise les ressources adaptées pour un calcul donné. Et donc, vous en doutez que la place de l'IA devient de plus en plus importante sur ces sujets. Alors, juste pour terminer, donc ça, c'est... voilà, j'arrive à la fin de l'exposé. C'est quelques réflexions un peu plus philosophiques, donc faites avec Jean Salentin, qui est ici présent, donc, qui est directeur de recherche CNRS, qui est de réfléchir sur la modélisation de tout ce que je vous ai raconté, donc sur 3 niveaux. Un premier niveau, les principes d'une éthique de la sobriété
d'un système numérique, on parle d'un système complexe, composé de composants. Donc il y a une notion de collégialité, il y a n composants pour un système donné. Ensuite, un niveau 2, quelles sont les règles de calcul de la sobriété pour chaque composant du système? Subsidiarité, je passe du centralisé au distribué. Troisième niveau, comment calculer la sobriété pour un système particulier? Transparence, je suis utilisateur, je veux savoir quel est l'impact. Et à partir de là, comment le système que je décris, donc de manière transparente, comment la consommation d'énergie est bien régulée au niveau des composants, ou comment le comportement de mon système respecte une éthique de la sobriété. Donc vous en doutez, là on glisse vers des aspects un peu plus philosophiques, un peu plus sociétaux, mais qui sont fondamentaux pour comprendre les choses. Donc ça peut préfigurer effectivement un certain nombre de normes. Il y a aussi des applications, je pense à Lionel, qui a encadré une thèse avec le CEA il y a quelques temps. Diego Puccini, il était ici ou non? Diego Puccini. Voilà. Donc sur la mise en œuvre finalement de ce formalisme par la théorie des jeux pour répartir les contraintes, donc les distribuer au niveau de composants internes. Donc pour dire que la créativité, j'allais dire que la créativité reste à inventer, et donc il y a beaucoup de portes ouvertes pour travailler sur ces sujets. Je vais conclure. Donc en résumant les points qu'on a traités, donc évidemment le numérique c'est matériel, voilà. Impact au pluriel, énergie, environnement, société, remède et poison, donc quel est le bon dosage, utile, futile, menace, et j'allais dire surtout opportunité, puisque vous héritez d'une situation liée à une histoire que je vous ai décrite, on en est les plus anciens co-responsables, hein. C'est une histoire assez courte finalement. La prise de conscience est récente, je viens de l'exprimer, mais il y a beaucoup d'opportunités dans la créativité, l'innovation, la recherche, l'éducation, voilà. Après, tout est question de compréhension, j'insiste sur ce démo, entre le local individuel même, qui est souvent égoïste, et le global, c'est-à-dire les impacts de tout ce qu'on fait à l'échelle de la planète. Voilà, donc comprendre, mesurer, décider, éviter, réduire. Donc ça, je l'ai commenté. Et juste quelques références pour terminer. Donc, il y a des conférenciers qu'on a invités. Donc, les conférences sont disponibles. Donc, ici à Polytech. C'était juste plutôt te remercier. Te remercier parce qu'aujourd'hui, donc, cette conférence est filmée. Donc, on a travaillé aussi avec le réseau Polytech, avec la fondation du réseau Polytech, et cette vidéo, donc, qui va être un petit peu arrangée aussi sur l'aspect captation, va être diffusée aux 18 000 étudiants du réseau Polytech. Voilà. Donc c'est aussi une volonté aujourd'hui du réseau Polytech de s'engager sur l'ensemble de ces sujets. Donc bien entendu, j'ai travaillé et j'ai l'occasion de travailler assez fréquemment avec Michel, donc j'ai pas beaucoup de questions. On pourra effectivement y revenir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vos questions et quelles sont aussi vos interrogations par rapport à ces sujets-là. Sachant que peut-être sur le transparent précédent, c'est peut-être vos métiers d'une manière essentielle. Comprendre, mesurer, décider, éviter, réduire, c'est ce que vous allez faire face dans l'entreprise ou dans vos métiers dans le futur. Et donc quand on est élève ingénieur ou quand on est ingénieur, en fait, le métier, c'est ça qui est derrière. Voilà. Et donc quand on va l'appliquer aux aspects de transition écologique, parce que forcément les entreprises s'orientent aussi, bien entendu, sur ces domaines-là, de toute façon c'est une réalité, peut-être pas suffisamment vite, ça fait partie intégrante, entre guillemets, de votre métier. Voilà, donc peut-être qu'on va prendre quelques questions. Bonjour, moi c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque quand vous avez parlé des photos par rapport au cloud. C'est pour, il n'y a pas longtemps, il y a eu une mise à jour sur Facebook Photos que j'utilise pour stocker mes photos. Et maintenant, ils proposent toutes les photos qui sont en double ou floues. Ils proposent justement si on veut les garder ou les supprimer. Donc petit à petit, pour dire que je remarque qu'il y a des évolutions. Et donc, comme vous avez dit, ça existe maintenant pour trier, donc ne pas stocker toutes les photos qu'on a, mais que quelques-unes, dont les doubles et les flous, qui peuvent être supprimés automatiquement. Ils le proposent. Et on peut trier ou les garder ou tout supprimer. Voilà. C'est très bien, effectivement.
De même, bon, j'ai cité Amazon. Amazon permet un stockage illimité. Donc là aussi, gratuitement, si on est abonné à Prime Video. Par contre, ce n'est pas le cas des vidéos. C'est déjà bien, parce que la vidéo, évidemment, c'est le même problème à puissance n. Après, je pense que, bon, je ne connais pas cet outil en particulier, mais ça répond effectivement à ce que je viens de dire. Mais il peut y avoir des photos nettes, réussies. Et qu'est-ce que c'est qu'un double à un moment donné où, bon, après, il y a un côté sentimental, c'est jamais simple. Mais moi, je pense que si on ne les trie pas immédiatement, on a du mal à trier. Et au passage, il y a une vraie question que je n'ai pas évoquée, c'est celle du nettoyage des données. Donc les photos et d'autres. Et donc, il y a des initiatives en France sur une journée de nettoyage des données. Mais à la limite, c'est un travail personnel. C'est vite fait, hein. Vous avez un disque dur, aujourd'hui, c'est 2 téraoctets. Un petit disque dur à 60 €. Voilà, on peut mettre des choses quand même limitées par rapport à ce qu'on génère. Moi, quand j'ai fait ma thèse, les disquettes, pour stocker, c'était 1 mégaoctet. Voilà. Et puis les disquettes, c'était pas très fiable. Donc je dis simplement que on a le confort aujourd'hui des usages. Voilà. Après, c'est des choix personnels pour dire qu'à un moment donné, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette masse d'informations, quelles sont les redondances. Voilà. Moi, je pense que tous les outils d'aide en ligne automatique, en plus, si on fait confiance aux outils, ce que vous allez l'air de me dire, c'est vraiment déjà un point important. Voilà. Mais la mesure, c'est vite fait, hein. L'intérêt des objets connectés, vous savez le poids de vos photos. Puisqu'en général, elles sont stockées localement et dans le cloud. On peut évidemment décider de faire confiance au cloud, ce qu'il faudrait a priori quand même si ça coûte cher, y compris quand on va les chercher. Mais en général, le problème, c'est la redondance. Les photos, les gens se les envoient par les applications. Donc voilà, la même photo peut être stockée à plusieurs endroits. Nettoyage des données. J'aurais une question au sujet de l'obsolescence programmée. Ça rejoint le fait que les entreprises qui fabriquent de l'électronique en général, que ce soit smartphone, ordinateur et tout objet électronique, intègrent dans leur production le fait de rendre l'objet obsolète au bout d'un certain moment. Est-ce que déjà ça existe vraiment ou est-ce que c'est une légende urbaine, premièrement ? Et est-ce qu'il y a des réglementations à ce sujet? Est-ce que c'est interdit ou quoi? Alors, Lionel, est-ce que ça existait? Oui, ça existe. Alors, je vais dire comme le directeur que ça existe, ou que ça existait. On va prendre des exemples. Je reviens sur l'automobile. Vous avez entendu parler justement des normes. Quand la norme est trop contraignante, ce qu'a fait Volkswagen par exemple et d'autres constructeurs, on triche. On triche sur les essais et on dit ben voilà le bilan et en fait c'est pas tout à fait ça. Et puis quand on a une voiture, on ne va pas mesurer aussi finement. Donc c'est la question des normes et des tests. Premier point. Deuxième point, ça existait. C'est assez simple à faire effectivement. Ça va d'objets comme des imprimantes ou autres. Hein. C'est très bien le modèle économique de ces objets. On gagne de l'argent sur les cartouches et pas sur l'imprimante. Vous pouvez même vous la donner, etc. etc. Donc, ma réponse est claire. Le législateur, s'il écoute, entre autres, ce que je viens d'indiquer, ça devrait être absolument interdit. Mais non seulement interdit, mais on peut le contrôler. Comme à un moment donné, des organismes ont contrôlé les tests faits par les constructeurs de voitures. On dit, là, il y a un problème. Et puis en grattant, ils ont vu que par des lignes de code, ils avaient triché. Eh bien voilà, pareil, cette programmation, soit c'est des mauvais composants et c'est du matériel non fiable, ça c'est le hard, soit c'est du soft, et là, à mon avis, ça devrait être des amendes extrêmement fortes, en tout cas dissuasives. Voilà, donc ça c'est un minimum, et je suis allé beaucoup plus loin. Moi je pense que les garanties des équipements, avec les technologies d'aujourd'hui, d'abord il y a des choix d'équipements. Est-ce qu'on a besoin en France d'avoir des sèche-linges? Voilà, une question posée comme ça. Voilà, donc il y a des objets peut-être totalement inutiles qui devraient être taxés. Si on peut pas, c'est pas simple non plus parce que derrière il y a des emplois, etc., etc. Mais en même temps, c'est la question donc que vu l'état de l'art, beaucoup d'objets devraient être garantis, je pense, au moins 5 ans, parce que quand alors évidemment, si c'est recyclé, c'est très bien, mais souvent c'est des micro-pannes et on ne cherche pas à les réparer. Jusqu'à présent, on change des cartes ou on change d'équipement, alors que la durée de vie pourrait être beaucoup plus longue. Peut-être un petit complément par rapport à ça, parce qu'on en discutait là avec Serge. L'obsolescence, elle existe toujours.
L'obsolescence, elle peut être matérielle. C'est ce qui se passait à une époque dans les télévisions, sur lesquelles tout simplement on dimensionnait une capa de telle manière qu'elle claque au bout de 3-4 ans, et de telle manière à pouvoir soit changer le téléviseur, souvent c'est bien le cas. Ça n'existe plus. D'ailleurs, certaines entreprises ont été sont passées on va dire, au pénal pour ce genre de problème-là. Voilà. Et surtout quand ça se voit beaucoup. Mais aujourd'hui, quand on parle d'obsolescence, c'est aussi l'obsolescence logicielle. Quand j'ai mon téléphone, que je fais une mise à jour et qu'on me dit finalement il n'y a plus rien qui tourne ou qui tourne très lentement, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va changer effectivement son téléphone. Voilà, donc l'obsolescence aujourd'hui, d'une manière directe ou indirecte, est un véritable problème qui est puni par la loi. Ouais, ça c'est clair. Et je crois que dans la loi Chaise également, donc celle qui a été mise en place en 2021, il y a sur tous les aspects numériques, il y a tous ces points effectivement qui sont mis en valeur et qui devraient être normalement respectés. Donc il y a des projets qui travaillent sur les deux sujets, obsolescence programmée matérielle et logicielle. L'association Montpellier et Hello World, qui est ici, travaille sur les Gériparties. Donc c'est démonter un ordinateur, le remonter dans un jerrycan, donc voir un peu comment il est fabriqué. Donc là, on voit l'obsolescence programmée matérielle, puisqu'on peut changer les composants, sélectionner des composants dans différents ordinateurs, carte mère, disque dur, alimentation. Au passage, on va intervenir sur les logiciels. Donc on va virer Windows, puisque souvent dans les machines, il y a Windows. Et à la place, on va mettre une distribution Linux. Donc en l'occurrence, c'est Ubuntu, c'est Emmaüs plus Ubuntu. Et on va partir d'un ordinateur qui est prévu sur une durée de 3 ans, voire 5 ans. On va migrer sur un ordinateur qui va durer beaucoup plus longtemps avec un système d'exploitation qui est moderne, qui est contemporain, pas un vieux qui est tout à fait capable de faire le maximum d'opérations. Et on va partir sur une machine qui va durer 5 ans, voire jusqu'à 10 ans. Donc on fait ça avec les collègues, là, vos collègues qui travaillent à Hello World. Donc je vous invite peut-être à la fin du mois ou le mois prochain, on va faire une Géripartie, une install party, une Géripartie, comment passer d'un système propriétaire et privateur de liberté vers un système libre comme Linux. Merci. Par exemple, bon, je vois qu'il y a des PC ouverts. Si vous prenez des notes, peut-être que ce que vous faites, mais vous aurez ces diapos, j'ose espérer que vous ne travaillez pas sur Google Doc. Typiquement, vous savez très bien que c'est bien joli, ces outils, c'est fabuleux pour le travail collaboratif, puisque, je veux dire, on partage le même document, mais l'utiliser pour soi-même, voilà, ça pose des problèmes, puisque c'est sauvegarder instantanément, mais vous allez, pareil, le circuit, vous le connaissez, jusqu'au data center. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des usages à comprendre sur les outils, et on revient à ce qui est écrit au tableau. Comprendre, mesurer. Et normalement, vous êtes en capacité, voilà, mais pensez que beaucoup de gens utilisateurs de ces outils n'ont pas vos compétences. Voilà, ça c'est un premier point. Et le second point, évidemment qu'il faut encourager les initiatives telles que celles qui viennent d'être indiquées. Je me permets de rajouter tout le travail que peuvent faire les ressourceries. Donc je pense en particulier, on m'a cité souvent l'exemple au Vigan, les ressourceries capables d'absorber des équipements et de leur donner une seconde vie, etc. etc. Donc ça va se développer de plus en plus. Il y aura même, je pense, des gens qui vont vivre de ça. Et ça pose la question du global local. Donc cette fois, je le formalise sur la France. C'est le local à l'échelle d'une région. Bon, ça va être un peu grande, peut-être trop grande. À l'échelle d'un département ou à l'échelle d'une métropole. C'est savoir ce qui peut être fait pour repenser des modèles à un moment donné. Le modèle de l'énergie, c'est vous payez un forfait, puis votre consommation. Je vous ai dit, on pourrait vous surtaxer en cas de surconsommation. Mais on pourrait imaginer d'en faire un bien commun qui soit une gratuité, sous réserve, évidemment, de remplir un certain nombre de critères, et en même temps, donc, jusqu'à une limite donnée. Et donc la question, c'est de repenser le modèle. Jusqu'à présent, c'est un modèle top-down. Je construis des centrales nucléaires, je construis des infrastructures qui sont fondamentales, hein, parce que n'oubliez pas que mettre des éoliennes ou des panneaux, outre le côté pas trop vert de l'affaire, c'est que quelque part, il faudra aussi un réseau. Et ça coûte énormément cher. Chaque kilomètre coûte beaucoup.
Je veux dire, on parle de millions d'euros. Donc ça veut dire où sont mes sources d'énergie, mais repenser le modèle, l'inverser. En fait, quels sont mes besoins? Quels sont mes besoins pour vivre localement et comment satisfaire ces besoins? On est en Occitanie, on a, évidemment, il y a du soleil. C'est quand même fou au niveau de l'eau chaude qu'on utilise du gaz ou de l'énergie. Voilà. Donc ça démarre par là. Ça peut poser des questions sur des campus. Par exemple, ce campus Triolet a une histoire, donc je ne vais pas le raconter, mais juste un point. Il y a des sources d'eau chaude. Parce qu'en fait, cette région était un petit peu volcanique il y a très 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 longtemps. On dit que les volcans en sommeil sont les plus dangereux. Montferrier, le Pan des Quatre Seigneurs, voilà, c'est volcanique. Bref, il y a des sources d'eau chaude au sein de cette université qui ont été fermées dans les années 60, alors qu'elles auraient pu chauffer la piscine, et qu'on pourrait exploiter pour chauffer les bâtiments. Voilà, donc quelles sont mes ressources, quels sont mes besoins, qu'est-ce que je peux faire? Et après, évidemment, qu'est-ce que je peux mutualiser avec mes voisins, etc., etc. Donc je pense que cette réflexion va beaucoup plus loin, puisque vous avez posé la question notamment des ressources de l'énergie. Voilà des points. Donc, Jean, tu as une question. Oui. Bon, tu as beaucoup demandé à tout le monde de mobiliser sa créativité face à la situation actuelle. La créativité, elle est dans donc, le cerveau des gens. Le cerveau des gens, il fonctionne en consommant de l'énergie. Or, dans tes grilles, tu n'as absolument pas parlé de la consommation de l'énergie à titre personnel. La consommation des cerveaux, où est-elle placée? Alors, c'est peut-être un point important. Les machines, on va comparer le cerveau aux machines les plus performantes. Donc forcément des supercalculateurs. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Gagner aux échecs, etc., etc. Donc on se dit, oh là là, il y a de l'intelligence. Il y a surtout beaucoup d'apprentissage. Ces machines, aujourd'hui, elles sont aussi normalisées par leur consommation. On va parler de 2 mégawatts, 3 mégawatts. À un moment donné, ça va faire désordre. Alors que jusqu'à présent, on ne regardait pas les consommations. Donc ça veut dire que dans la conception des machines, il y a déjà cette prise en compte. Le problème, c'est que la machine la plus performante qui existe au monde, c'est évidemment le cerveau humain. Un cerveau humain, on peut le comparer évidemment à des machines, et le débat peut être long sur ce sujet, mais s'il y a une certitude, c'est que le rapport entre la capacité d'un cerveau moyenne et l'énergie consommée est extraordinairement plus performant que n'importe quelle machine. Donc il y a de quoi méditer sur ces questions qui sont qu'effectivement, ça pose la question, d'ailleurs, on ne va pas trop philosopher, mais poser la question de l'humain dans cette société du numérique. Voilà, et là, il y a des gens, évidemment, qui s'intéressent à ces questions. J'ai cité quelques sociologues. Mais ce qui est important, c'est de voir quand même, de comprendre pourquoi. Donc ça, c'est plus de la recherche fondamentale. Oui, par rapport à tout cet exposé passionnant, je me pose une petite question, c'est que l'idée générale, c'est quand même de dire allons vers la sobriété, trouvons des systèmes pour être plus économes et toutes ces choses-là. Et ce qui me paraît compliqué, c'est que le timing, le truc majeur qui vient d'arriver, c'est le timing extrêmement court qu'on prend dans la gueule maintenant, alors que ça fait quand même... Robida, en 1880, disait déjà qu'on va polluer toute la Terre. Il y a plein de gens déjà qui ont avancé là-dessus. Et grosso modo, plein de gens ont continué à dire qu'il faut faire attention. Par contre, tout ça peut se résoudre avec des gens plus calmes et avec quand même de l'innovation. Mais l'innovation, elle est vachement dure à prévoir. Ses conséquences sont vachement dures à prévoir. Et là, je trouve qu'on est dans un monde où tout bouge en même temps. C'est-à-dire que tout le monde essaye de sauver la forêt, avoir moins d'ordi, enfin plein de trucs comme ça dans tous les sens. Il y a des initiatives qui démarrent. Mais c'est super dur d'arriver à calculer ce que ça va donner enfin. Je prendrai 2-3 exemples. Là, j'ai bossé dans les mines en Lorraine il y a quelques années. C'est un musée sur l'histoire des mines. On était juste à la frontière allemande. Et quand on a dit qu'il faut arrêter le charbon, les Allemands ont fermé les mines. Les Français ont pris beaucoup plus de temps. Mais eux, par contre, après, ils les ont noyés. Ce qui fait que les mines françaises sont foutues. Alors que d'un seul coup, il y a un gros problème maintenant et les mines allemandes redémarrent. Un autre exemple, quand on a fait le tout numérisé.
Ne pas garder trop de papier, on détruit la forêt, le papier c'est casse-pied, ça tient de la place architecturalement, au mètre carré c'est pénible. Pourquoi garder tous ces actes notariés qui ne servent à rien, toutes ces fiches de bibliothèque, tous ces trucs comme ça? On a tout numérisé. Et à aucun moment, là, on parlait du poids de ces énormes data qu'il faut pour la Bibliothèque nationale, pour des tas de trucs comme ça. Donc peut-être que ce cadre-là fait que c'est important, mais l'idée d'innovation, c'était de faire ça. Et puis maintenant, on se retrouve avec un truc quand même un peu complexe. Et à mon avis, c'est un petit peu partout. Là, je discutais avec des chercheurs, CIRAD, IRD, INRA, sur une initiative, vous avez dû tous voir passer ça, c'est depuis quelques années, il y a Grand Frais, il y a le bio, il y a tout un système ultra performant, ultra organisé, qui amène du fret partout, qui le reprend, qui le va le poser ailleurs et tout ça. Eux, ils sont partis dans une logique d'avoir de la nourriture de qualité sans trop se déplacer. Tout est géré dans ce... Donc c'est bio, c'est classe. Enfin, surtout la partie bio maintenant qu'ils ont faite. Grand Frais n'était pas nécessairement bio. Mais derrière, par contre, ils ont un outil informatique de malade pour arriver à gérer ça de partout, dans tous les sens. Donc, est-ce qu'on revient au truc d'Ada Lovelace, quoi? Est-ce qu'on est capable de prévoir demain? Est-ce qu'on n'est pas, même en essayant de réfléchir pour faire le mieux possible, est-ce qu'on a les outils pour arriver à gérer tout ce qui se passe au même moment, qui ne concerne pas la microélectronique, qui ne concerne pas l'arrachage de bois en forêt? Voilà, je pense qu'il faudrait que... Là, l'essentiel de l'exposé porte particulièrement sur le numérique, mais il se passe tellement d'autres choses. Il y a un moment où c'est dit que le problème est à 10%, hein, pour simplifier, mais le problème est à 60%, et il y a plein d'autres champs à étudier au même moment. Donc comment essayer d'anticiper? On essaye d'aller dans le bon sens, mais comment essayer d'anticiper que tout va tellement bouger vite qu'on ne sait pas si ça va marcher?